Les mygales fascinent et c'est pas nouveau. Elles s'immiscent dans l'inconscient collectif comme des chasseurs sanguinaires, des prédateurs dénués d'intelligence, des animaux totalement incontrôlables. Bref, elles semblent faire frémir depuis la nuit des temps. Technique de quoi? Regarde, je suis niqué là. Mais qu'en est-il réellement? Pour tenter de répondre à cette question, je me suis rendu en Amérique centrale sur la piste de 2 espèces de mygales pour essayer de démentir le vrai du faux et rétablir la vérité sur ces animaux trop peu connus du public. Dans ce documentaire, vous aurez la possibilité de me suivre en totale immersion, de voir les mygales comme vous ne les avez jamais vus et de comprendre enfin comment fonctionnent ces animaux. Alors asseyez-vous confortablement et embarquez avec moi pour cette mission. Ça va, elle est cool. Où vous allez en prendre plein la vue. Et bienvenue au Costa Rica. Et dans cette vidéo, on va parler de mygales. Il fait une chaleur de gueux, je suis dans tous les états. Mais qu'est-ce qui nous a pris de filmer en plein jour? Oh là là. Bon, mais tout va bien. Mais on va parler de mygales et on va s'interroger sur le comportement des mygales sauvages et on va comparer plusieurs espèces. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous dire que c'est Aaron qui tient la caméra, mon coéquipier qui m'a suivi pendant plus de 2 ans en Amérique centrale, dans cette vidéo qu'on va vous présenter aujourd'hui, spéciale arachnologue et arachnophobe. When the shell is a limit, the self needs to go AWOL. I'm not this saberless fake. I'm not this vapid and made. I'm not this saberless fake. I'm better off with my scars. Alors, on va vite bouger d'ici parce que pour le moment on est dans une zone urbaine, mais là où on va aller c'est dans le bois El Bosque qui est juste ici. De l'autre côté, je prépare juste un peu mon matos. Voilà. Je prends le crochet à serpent ou pas? Au cas où. Dans la zone il y a des cascabelles. Les cascabelles c'est les crotales. Voilà. Et puis on va bouger le drone, on va pas le laisser là comme même. C'est bien de faire des plans raccords, mais il faut pas non plus faire de la merde. Allez. Viens petit drone, viens avec nous. Des types de forêts, en Amérique centrale, il en existe plusieurs. Je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos, mais ici ce n'est pas une jungle. C'est un bois. Une forêt. La différence avec la jungle, c'est que El Bosque, le bois, va avoir tendance à être beaucoup plus sec. Les espèces végétales qu'on va y rencontrer sont donc différentes. Il y a plus d'acacias, et de manière générale, les plantes sont moins hautes. De plus, le terrain est plat et la saisonnalité est quand même très forte. Il y a plus de mois de saison sèche que de saison humide. Et donc, par association, la faune locale y est complètement différente. Alors, pour chercher des mygales, il n'y a pas forcément besoin d'être sapé comme ça. Les mygales, techniquement, tu peux les chercher en slip. Non, moi je suis sapé comme ça parce que c'est ma tenue de tous les jours, j'ai toujours été habitué à bosser comme ça et puis surtout c'est hyper pratique, là où on va, il y a des crotales, on se protège les jambes. Ça c'est pour attraper mes appareils photo et mes lampes et puis bah le reste, ça c'est pour avoir tout mon matos, des objectifs de rechange, etc. Donc ça fait un peu style Rick O'Connell dans La Momie, mais c'est comme ça. Ici, hein. Ça m'a fait rire et bien la ref. Ben je te jure, ce matin je me suis regardé dans la glace et j'ai dit avec la coupe là, on dirait Rick O'Connell. Bref. Alors on va se demander ce que c'est qu'une mygale. C'est quoi, ça vient d'où ça sort? Désolé, il y a des terriers et du coup, ça me passionne. Alors, les mygales, il faut savoir que c'est un nom générique, c'est un nom francisé pour parler d'un sous-ordre, le sous-ordre des mygalomorphes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un taxon. Qu'est-ce que c'est qu'un taxon? Un taxon, c'est j'allais dire un clade. Qu'est-ce que c'est qu'un clade? Non, un taxon, c'est un palier
au niveau de la classification animale. Vous savez que pour classer le vivant, on utilise ce qu'on appelle la phylogénie, qui est une science qui permet de classer les organismes vivants entre eux parmi certaines caractéristiques, que ce soit morpho, écologique, en gros des liens de parenté et même et surtout évidemment génétique. Pour plus de précision là-dessus, j'ai fait d'autres vidéos dans lesquelles c'est expliqué, je vous invite à aller les voir. Mais en fait, si on veut comparer, on va prendre par exemple une Theraphosa le blondie. Donc pour classer la Theraphosa blondie, la mygale que vous voyez à l'écran là maintenant, elle va se classer comme ça. Règne animal, embranchement arthropode, la classe des arachnides, l'ordre des araignées, le sous-ordre des opistotèles et l'infraordre mygalomorphe. Ensuite, on a le genre Theraphosa et l'espèce blondie. Voilà, c'est comme ça. Si on veut comparer par rapport à un être humain, ce serait règne animal, embranchement des chordés, classe mammifère, ordre primate. Et là après c'est le bordel parce que c'est hyper spécialisé parce que tu as des sous-ordres, il me semble que c'est les Aplorini. Ensuite tu as la famille des hominidés, ensuite tu as même les tribus des hominini, le genre Homo, l'espèce Sapiens. Donc ça c'est nous, c'est notre position dans l'arbre phylogénétique. Vous voyez que les mygales finalement c'est une catégorie d'araignées qui sont à part et qui se différencient un petit peu des vrais araignées, et donc il y a une séparation entre les mygales et les araignées. Les mygales d'un côté, les mygalomorphes, et les araignées d'un côté, les aranéomorphes. Tu as un autre taxon qui s'appelle les liphistiomorphes, mais ça pareil dans une autre vidéo c'est expliqué. Est-ce que, Aaron, il y a des crevasses derrière moi? Non, ça va. Ça va. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, on fait ça à reculons, tu veux pas que je me mette à reculer? Non, non, ça va, ça va. Ça va, tiens, on va prendre cher tout à l'heure. Hein? On profite comme ça. Et pourtant, le sentier sur lequel nous sommes, par rapport aux endroits que j'ai l'habitude d'arpenter, on va pas se mentir, c'est du luxe. D'habitude, avec mon caméraman, on évolue sur des chemins très escarpés, boueux, et souvent même il n'y a pas de chemin. Pour le moment la mission est simple, il nous suffit de suivre le sentier. C'est la meilleure partie de la vidéo, ou du moins la plus calme, puisque nous devons atteindre l'entrée du bois pour nous y enfoncer un peu plus et tenter de découvrir les espèces qu'on cherche. Mon Dieu, j'en peux plus. Il fait tellement chaud. Ah oui, il fait tellement chaud. Mais le terrain reste cabossé, surtout en marche arrière. Putain. Tu es là pour ce tronçon. Ah. Tout va bien, tout va bien. Viens, on change de sens. Un changement d'angle s'impose donc. Film de profil comme ça, c'est bien, non? De profil, ouais, de profil, c'est pas mal. Ah, très bien. Du moins, on essaye. Alors, il faut que vous sachiez un truc quand même, c'est super sympa. Et ça, généralement, on a du mal à s'en douter, mais mygale, le mot mygale, ce qui est génial, c'est que c'est un mot qui est utilisé que en France. On peut être quand même fier, hein, mais d'où ça vient? En fait, ça vient du grec, qui veut dire mugalé. Enfin, le mot grec mugalé, qui veut dire musaraigne. Vous savez, la musaraigne, ce petit animal là de la famille des sauricidés, qui n'est pas un rongeur d'ailleurs, hein, parce que contrairement aux rongeurs, les dents des musaraignes poussent pas en continu. Une fois qu'elle arrive à l'âge adulte, ça s'arrête. Alors que les rongeurs, ça continue de pousser, il faut qu'ils rongent, pour la petite anecdote. Mais du coup, mygale, en fait, ça fait référence à ce petit animal-là qui rampe au sol. D'ailleurs, il est important de noter que l'une des espèces de musaraignes les plus communes est appelée Sorex araneus. Araneus, en raison de sa ressemblance superficielle avec le corps d'une araignée, étant donné qu'elle est de forme fuselée avec un museau pointu. Que ce soit donc pour l'appellation mygale ou pour le nom de son espèce, la musaraigne est donc directement liée aux araignées. Voilà, et le mot il a été déposé pour décrire les mygales en 1805 par Henri-Marie, il a un nom à chier debout lui, Henri-Marie Ducrottet de Blainville. De Blainville. De Bainville ou Blainville? Henri-Marie Ducrottet de Blainville. Blainville. Voilà, naturaliste qui a déposé ça en 1805 et depuis ça a été adopté dans la nomenclature. À l'international, il a été déposé par monsieur Henri de Blainville. C'est cool quand même, hein. Il n'y a que en France qu'on l'appelle mygale, hein. Les anglo-saxons, à chaque fois, ils vont jamais dire mygale. Ça se prononce pas, c'est difficile, ils vont plutôt dire tarantula, qui vient d'Italie. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus. Allez la voir, elle est sympa. J'ai pas envie de me mouiller les pieds. J'ai l'habitude de traverser les rivières sans difficulté. Mais avec le temps et l'expérience, j'ai appris que sans bottes... Ça va aller pour toi ou pas, d'ailleurs? Ou même sans chaussures imperméables, je pouvais vite le regretter. Cette fois-ci, je préfère contourner et préserver mes pieds. Non mais c'est vrai. À l'époque, je mettais les pieds directement dans l'eau. Non, non, non. Là, j'ai changé de chaussures. Elles sont beaucoup moins imperméables. C'est fini. Stop. Tu viens?
Le soleil commence à taper et nous sommes seulement à quelques centaines de mètres de notre objectif. Nous continuons de suivre la piste rurale, visiblement bien empruntée par du bétail. Vous savez cette jolie morceau de termitière là? C'est très commun de trouver des morceaux de termitière inactives jonchés sur le sol. Il y en a plein ici. Hein. J'ai déjà réalisé une vidéo dessus et je vous invite à aller la voir si vous voulez en apprendre plus sur ces animaux. Mais revenons à nos mygales. T'as vu les traces de... Ah mais ça c'est des chevaux, ça c'est pas des vaches. Ça c'est des chevaux. Là il y a une vache. Là il y a une vache, il y a les doubles ongles là. Par contre ça c'est des chevaux. Il y a un seul ongle. Il me semble que c'est celui-là ou celui-là, je sais plus. En tout cas c'est emprunté par des animaux qui font plus de 300 kg. Donc toute la terre est retournée. Donc tu vas pas trouver forcément de mygales là-dessus, tu vas en trouver sur les côtés, directement dans les terres. En théorie, on pourrait trouver des petites araignées sur le chemin. Même sur un chemin emprunté par du bétail. Mais il faudrait que le chemin soit rarement emprunté. Or, ici, le passage de ces animaux est régulier, voire même quotidien. Ah, il pourrait y avoir des petits caïmans là. En vrai, ça va. Alors là, on est dans la zone à prospecter, donc c'est ici qu'on va passer le plus clair de la première partie de la vidéo. J'explique pourquoi la première partie. La vidéo sera pas en deux parties, mais on va changer de zone après. Donc restez connectés parce que vous allez voir, c'est deux biotopes différents. Donc on est dans cette zone qui fait à peu près 500 mètres carrés, une zone à prospecter hein, dans laquelle on est censé trouver des espèces, sinon on ne serait pas venu ici. Moi je viens ici parce que c'était une zone dans laquelle on avait l'habitude de venir. Je vous ai dit, moi j'ai habité ici pendant 2 ans. Donc c'est une zone qu'on connaît et qui a réputation pour abriter les spécimens de mygales que je voudrais vous présenter dans cette première partie. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, des mygales, t'en as sur toute la planète. Sur toute la planète, oui, mais pas n'importe où. Bien qu'il existe des espèces de mygales capables de survivre dans les zones paléarctiques, donc au-dessus de l'équateur, avec le genre Atypus qui est le genre le plus septentrional, c'est-à-dire celui qu'on trouve le plus au nord, les mygales ont une préférence pour les zones chaudes du globe. Cependant, on en trouve jusqu'en Suède et même au Canada. Par contre, pour ce qui est de l'Arctique ou de l'Antarctique, là, c'est une autre histoire. Les mygales, voire même les araignées, y sont totalement absentes. Par manque de proie, hein, c'est tout, mais je suis sûr qu'elles arriveront à s'adapter. Mais tu as les mygales vrais, ce sont des mygales qu'on appelle les Theraphosidés. C'est une famille, tu as plusieurs familles, tu vois par exemple tout autour de nous là, il y a une autre famille de mygales qui s'appelle les Dipluridés, donc qui sont des toutes petites araignées qui se différencient des mygales vrais par leur taille généralement, mais c'est pas ça, mais parce qu'elles ont une petite rangée d'épines normalement sur les chélicères, et ben, elles sont absentes. Elles ont aussi des filières qui sont beaucoup plus longues et elles ont tendance à toutes quand même tisser de grandes toiles. Donc c'est ce qui fait différencie vraiment les deux familles. Et les emmerdes commencent. Ça va? Ouais. Oui. Donc c'est ce qui différencie les deux familles. Je me suis fait piquer par un truc moi aussi. Moi aussi, là, le coude là. Et ce n'est que le début. J'espère qu'on aura plus de chance dans les montagnes. Hein. Non, parce que là, commence à tirer sur les nerfs. Mais bon, on l'a signé pour, non? Après la chaleur, c'est au tour des insectes. J'ai les cheveux injectés de ma sueur. Je baigne dans mon jus. Et Aaron, toi aussi pareil, je vois une grosse démarcation. Oh. Mais revenons à nos Dipluridés. Et là, tu peux pas les louper sur le sol. Tu as des tout petits paquets de soie comme ça. Bah c'est ça, c'est Dipluridés. L'espèce, je sais pas, peut-être Eugenia ou un autre genre, mais il faudrait voir. En tout cas, ce que vous voyez à l'écran, c'est ça dont je parle. Des toutes petites mygales, toutes petites, tout mignonnes. Il y en a des plus grosses, mais c'est très sympa. Et donc nous, les mygales qui nous intéressent finalement, donc c'est les mygales vraies, c'est les Theraphosidés. C'est parmi la famille des Theraphosidés qu'on rencontre les spécimens, les espèces les plus répandues, les plus connues. Notamment les Avicularia avec les Matoutous. Hein, le gros salut à nos amis de Guyane et à nos amis des Antilles français dans la côte Caraïbe. Tu as donc la Theraphosa blondie, la plus grosse mygale, la plus lourde mygale du monde, hein, la mygale Goliath. Tu as la mygale à genoux rouges, donc la Brachypelma amori, la Grammostola rosea, etc. Tu as plein de mygales qui sont très connues, qui font partie de cette famille. Avec un peu d'imagination, on est en Bretagne, hein, si tu enlèves les pseudomyrmex qui nous arrachent la tronche là sur les acacias et les arbres géants, avec un peu d'imagination quand même.
Ici, en Amérique centrale et surtout au Costa Rica, parce qu'on est au Costa Rica, les migales, elles ont plusieurs noms. Tu vois, on les appelle les matecaballos, les picacaballos, las tarantulas, on les appelle les arañas aussi. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est deux espèces, dont deux espèces qu'on trouve dans le pays. Il y en a une qui a une aire de répartition qui est plus vaste que l'autre, une autre qui est endémique, ça c'est top et on va parler de l'endémisme. Et en fait, les deux vivent dans des niches écologiques complètement différentes. Et moi, je vais vous apprendre ça en fait, je vais vous apprendre à essayer de comprendre les détails, à essayer de voir que le moindre petit détail sur l'une va vous permettre de comprendre comment fonctionne l'autre. C'est ça qui est intéressant. Donc bah, il n'y a plus qu'à prospecter. Hein, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire là comme ça. Non, je rigole. J'ai plein de choses à vous dire. J'ai un texte comme as. Enfin, c'est pas un texte, c'est des notions. C'est comme ça que je bosse. On va essayer de chercher principalement sur le sol. Pas sur les pans là. Hein, on va vraiment se concentrer sur le sol. Alors là, t'as un terrier. Alors, c'est un bon exemple, enfin c'est un bon contre-exemple. En fait, le terrier qu'on a là, c'est un terrier de mygale, donc il y a une téraphosidée dedans. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais c'est pas la mygale qu'on cherche. Et ça, on le voit par rapport à la forme et la position du terrier. Eh ben, rapproche-toi, parce qu'il faut vraiment que vous voyez ça. Moi, je vais enlever mon sac, parce qu'on va rester là à un moment, je vais essayer de vous montrer quand même ce que c'est. Je dois faire le moins de vibrations possible. Vas-y, viens. Et c'est pas gagné. Est-ce qu'elle est dedans, moi-même? En tout cas, elle est bien là. Bon, j'ai vu une patte. Mais je dois encore vérifier de quelle espèce il s'agit. Et pour ça, je vais utiliser l'endoscope. Un outil pratique, mais pas sans risque. C'est parti. J'introduis la machine. Est-ce qu'on a quelque chose même? C'est quoi ça? C'est une patte. Oh, bon sang, il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, il y a de la toile, une racine. Rien du tout. Et c'est un échec. Le terrier, il est vraiment profond là. Là, le trou est... Putain, cassez-vous les mouches. Je sens que c'est une zone dans laquelle il y a beaucoup de bétail, hein, n'empêche. Quoi que ça puisse être, c'est parti trop profondément dans le Il y a terrier. plus de mouches que de moustiques. Plus aucune chance de la faire sortir. Putain, il est profond ce trou, j'arrive même pas à voir le bout. Ouais, bon, en tout cas, quoi que ça puisse être, c'est pas de la Phonopelma simani. C'est pas la mygale qu'on cherche. Regarde, et j'étais pas au bout. Hein. Je sais pas si t'imagines la taille. Là, t'as 70 cm. On pouvait facilement mettre quasiment 1 mètre. En tout cas, la mygale qu'on cherche par rapport à ce terrier-là, c'est une mygale qui va avoir une façon de creuser un terrier qui est très homogène. Comment expliquer? Ici, on a un terrier qui est un peu bourbier, c'est-à-dire que même l'entrée même du terrier, elle n'est pas ronde, elle n'est pas parfaitement circulaire. Non, elle est un peu hétérogène, quoi. Et surtout, les parois du terrier, elles sont pareil un peu bourbiers, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux de terre qui dépassent, c'est pas homogène. Le terrier de la mygale qu'on cherche, tu le reconnais. Alors moi je les reconnais parce que j'ai l'habitude. Pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est normal, tu vois un trou, tu te dis bon bah ok c'est un trou quoi. La bite n'a pas d'œil. C'est pas ça que je voulais dire. non, tu vois un trou, c'est un trou quoi. Et pour quelqu'un qui a un peu plus l'habitude, bah, le moindre détail tu finis par forcément les voir. Et ça, je suis sûr à 100% que c'est pas une Aphonopelma. Allez, on bouge. On va changer de zone. Parce que c'est pas la mygale qu'on cherche. La mygale qu'on cherche, c'est l'Aphonopelma simani. Alors le nom en anglais, c'est vraiment n'importe quoi. Le nom en anglais, je vous donne les noms latins parce que les noms vernaculaires, les noms communs, c'est... Il y en a qui vous disent oui mais ça renseigne sur l'endroit dans lequel on la trouve, etc. Mais en fait le nom, ça nous induit en erreur. Parce que par exemple le nom en anglais, si je me souviens bien, le nom en anglais de la Phonopelma simani c'est Tiger ou Zebra. Costa Rican Zebra Tarantula ou Zebra Costa Rican Tarantula ou alors tarentule du Costa Rica, mais sauf qu'en fait paradoxalement ça sous-entend dans le nom que c'est une mygale du Costa Rica. Le problème c'est que c'est paradoxalement dans le Costa Rica qu'on la trouve le moins. Tu vois, tu la retrouves beaucoup plus au nord d'Amérique centrale, alors que le Costa Rica, c'est vraiment le nord du Costa Rica, donc la zone dans laquelle on est. C'est la limite sud de son aire de répartition. Et c'est là où t'en vois le moins. Donc ne vous fiez pas aux noms anglais, toujours les noms scientifiques. En plus, c'est super beau, Phonopelma simani, ça nous renseigne sur plein de choses. Le nom scientifique, qu'il soit latin ou grec ou hindou, nahuatl, sanskrit, ce que vous voulez, parce que oui, hein, on peut donner des noms scientifiques avec l'étymologie que vous voulez. Hein. Les Tliltocalte, Axolot, tout ça, c'est d'origine nahuatl. C'est ni grec ni latin, ça n'a rien à voir. Donc allez, on va chercher ce truc-là. Je vais prendre ton sac, tu veux que je prenne ton sac? Ouais, tu me le
mets sur le dos. Ouais, je le prends comme as, ça me dérange pas. Et c'est parti, il est temps de s'enfoncer un peu plus dans la forêt. En faisant attention où nous mettons les pieds, car le sol est jonché de petites toiles. Des toiles que vous connaissez maintenant très bien. Tiens, tu vois, c'est ça la dipluridée là. Viens voir. Tu vois, je sais pas si on les voit là. Là, ça. Tu vois, ces petites taches, toutes les petites taches blanches que tu vas avoir de toile, tout ça là sur le sol, tout ça c'est du dipluridé. Donc c'est marrant, tu vois, elles restent là-dedans, parmi les feuilles mortes, et elles se font une petite retraite toute petite, tu vois, là, elle est là dans sa tubulure. Et elle chope des proies qui passent dessus directement. C'est assez pratique, assez efficace comme piège. Ces petites araignées de quelques centimètres à peine tissent des toiles en dôme uniquement au sol. Elles sont spécialisées dans la capture des proies rampantes, comme des blattes, des fourmis ou encore des myriapodes. Il semblerait que peu importe la taille, ces araignées soient capables de chasser des proies beaucoup plus grosses. Comme les autres mygales, elles sont venimeuses, mais plutôt que de saisir directement la proie dans leurs crochets, elles préfèrent directement les immobiliser un maximum dans la toile avant de les saisir. C'est une petite araignée discrète, timide, mais très agréable à observer. Moi je te propose qu'on pose nos 2 sacs, genre là, et c'est quoi ça? Aïe! Les fourmis? Ah putain, j'en ai partout! J'ai la double Les pseudomyrmex. C'est les pseudo... Ah! Tout le monde parle des fourmis de feu, ça fait mal et tout, mais les pseudomyrmex, je suis désolé, c'est pire que tout. Non mais c'est pire que tout. Là, tout ça là, ce que vous voyez là, cette plante, c'est un acacia. Ce sont des acacias à épines. Et en fait, les pseudomyrmex, elles sont inféodées aux acacias. Inféodées, ça veut dire qu'elles ne restent que sur les acacias. Ça veut dire que tu n'en as pas là-dessus, sur cette branche. Non, tu en as sur les acacias. Et cette forêt, elle est entourée d'acacias. Et tu as des acacias partout. Et le pire, tu sais c'est quoi? C'est que les fourmis, elles se décrochent sur ton passage. C'est-à-dire que tu passes à peine la main, elles te sautent dessus pour te mordre. Je les déteste, mais je les aime en même temps parce que c'est passionnant, c'est génial. Mais du coup, ça nous fait mal et on est en continu, en permanence, là, en train de se retirer des fourmis. Et pourtant, quel plaisir à observer ces animaux. Leur organisation est unique. Comme je l'ai dit précédemment, ces fourmis sont inféodées aux acacias. Car c'est dans les épines mêmes qu'elles vont constituer de petites loges qui vont servir comme des nurseries, des garde-manger ou même de simples retraites. L'architecture est simple. Chaque acacia possède sur ses tiges une paire d'épines. Et chaque épine possède un trou. Ce trou est parfaitement adapté à la taille de la fourmi. Ces fourmis se nourrissent de toutes sortes de choses, principalement de liquides sucrés comme le miel à des pucerons, ou peuvent parfois être carnivores et se nourrir d'autres insectes. Et une particularité de ces fourmis, c'est qu'en plus d'être très nombreuses sur les acacias, leur piqûre est cependant très douloureuse. Mais là, elles sont là. Ah, les petites futées. Putain, et en plus, ça laisse des traces, les pseudomyrmex. Pseudomyrmex. Tu sais, elles sont là, tu les vois, tu dis, ah, elles sont mignonnes, elles vivent dans les plantes et tout. Pas du tout! Ah! Et en fait, elles font des petits trous. Ah, tu vois quand... Aïe! Entre ça et les moustiques en plus. Non, mais le pire, c'est que t'as même pas besoin... Enfin, le pire, c'est qu'on va devoir aller dans la forêt d'acacia. On va devoir en avoir plein. J'ai pas envie. Bon allez, bah vas-y, viens, on prospecte. Il faut trouver des mygales. Il faut trouver des mygales. En essayant de pas se faire d'éclat. Chercher des mygales terrestres, c'est plus simple que de chercher des mygales arboricoles. Le plus beau de Saint-Jean. Il faut marcher et repérer un trou. Mais les chercher en plein jour, c'est un avantage, mais aussi un inconvénient. Alors j'avais le choix pour cette vidéo de venir vous la faire de nuit. Pourquoi? Bah parce qu'en fait c'est le moment où elles sortent le plus. Tu sais, les mygales sont des animaux qui sont nocturnes quand même. Et en fait bah, tu les vois, elles ont les pattes à l'avant de leur terrier. Elles sortent quand elles sont dans les arbres comme ça, parce que tu as des mygales arboricoles. Elles sortent sur le tronc des arbres pour essayer de choper ce qui bouge. Donc c'était plus facile, si vous voulez, de les trouver dans la nuit. Surtout qu'en plus leurs yeux, ils luisent. Ils ont un petit tapetum lucidum, donc une membrane réfléchissante de lumière. Pareil, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, je vous invite à aller les voir. Et donc tu les vois comme ça, tu les spots, c'est très facile. Bon, seul inconvénient, c'est qu'une fois que tu as passé la lumière dessus, généralement, elles se chient un peu dessus, elles
Et elles retournent dans leur terrier. Mais c'est plus facile. Cela dit, moi je voulais que vous voyiez un petit peu le biotope. Parce que c'est ça qui est important. Vous parlez d'un animal sans vous expliquer un peu comment il vit, où est-ce qu'il vit et pourquoi il vit là. Bah ça n'a aucun sens, c'est un peu plutôt caresser mon chien, toucher ma femme ou l'inverse, tu vois, c'est un peu de la masturbation psychologique. Donc ça n'a pas énormément de sens de pas vous montrer l'endroit dans lequel il vit. Puis j'aurais pu vous mettre des voix off, tu sais, en mode... La Phonopelma simani vit dans des contrées reculées du Costa Rica, où les forêts et la végétation, bien que denses, restent moins denses qu'une forêt tropicale. J'aurais pu vous dire un truc comme ça. Et là tu vas le mettre dans le truc. C'est très bon. Putain. C'est très bon et juste après tu fais exactement la même. La Phonopelma simani vit dans des contrées reculées du Costa Rica, dans un biotope plutôt sec sur la côte Pacifique Nord. Elle partage son aire de répartition avec d'autres espèces de mygales, comme certaines Sericopelma, d'autres Aphonopelma comme les Aphonopelma crinieriformes, mais aussi les Sphaerobotria hoffmanni. J'ai vraiment hâte de vous la montrer, étant donné que c'est une espèce avec laquelle j'ai travaillé pendant plus de 10 ans. C'était la voix off de Animaux Mode d'Emploi, et on se retrouve dans un prochain paragraphe. Mais je voulais vous montrer, ouais, du coup, je voulais vous montrer un peu le biotope dans lequel elle vit. Et c'est ça. N'empêche, tu vois que c'est un peu sec, hein, parce que tu as des acacias. Et ça, dans les autres forêts tropicales, tu les as pas ici, on n'est pas dans la jungle, hein, on est dans un sous-bois. Bon, faut qu'on se speed le cul un peu là. Alors pour info, au Maroc on pêche des grenouilles avec des acacias. Je sais pas si... Faut que tu cries parce qu'on t'aura pas entendu. Mais faut que tu hurles même. Alors pour info, On pêche des grenouilles au Maroc avec des acacias. et le problème, en fait, c'est que en plein jour, je fais gaffe où est-ce que je pose mes mains parce que maintenant je me méfie. Le problème, c'est qu'en plein jour, c'est très difficile de trouver des mygales. Alors tu vas peut-être repérer les terriers plus facilement parce que tu as une meilleure proprioception, une meilleure vision d'ensemble. Cela dit, ben, il fait très chaud. Même s'il fait plus frais dans le sous-bois là qu'à l'extérieur, il fait quand même très chaud et les mygales n'aiment pas trop la chaleur. Les terriers, c'est d'une part pour se protéger des prédateurs, mais c'est aussi pour se protéger des températures et des intempéries aussi. Et en fait, elles sont beaucoup moins actives en plein jour, du moins c'est pas... comment dire, c'est pas le bon moment pour elles de chasser, donc elles sont moins réactives à la feeding response. Feeding response, je retrouve ça en terrario, c'est la capacité en fait d'un animal à réagir par rapport à un stimuli de nourrissage. C'est-à-dire que nous, pour essayer de faire sortir l'araignée, on va y aller à tâtons avec une petite tige, mais la feeding response est plus importante la nuit que le jour. Voilà en quoi c'est difficile. On va voir, c'est un peu un challenge, hein, je vous avoue. Mais nous sommes au bon endroit et au bon moment. C'est juste une question de patience. On devrait en trouver parce que là c'est la bonne saison. C'est la bonne saison. On est en pleine saison sèche, donc il pleut pas. Les terriers ils sont à même le sol, donc t'imagines s'il se met à pleuvoir ici, t'imagines pas la galère. Donc là en fait les terriers tu vas les trouver là, comme ça. Donc faut juste marcher et regarder, être attentif. Mais bon, normalement je suis un professionnel. Je devrais réussir à en trouver. Inch'Allah. Ah, partout pareil. On va essayer celui-là. Et voilà un nouveau terrier. Alors, est-ce que tout le monde me voit? Et cette fois-ci, la chance nous sourit. Ah mais attends, y a pas besoin de mettre l'endoscope, elle est juste là. Gros. Et j'ai ma petite idée sur ce que c'est. Attends. Ah putain, le fourmi. Regarde, normalement si je montre un endoscope, là on la voit là. Là, ça là. Ça, ce que vous voyez. Alors c'est pas une Aphonopelma simani. Bah attends, on va essayer de la faire sortir. Sans l'endoscope. Par contre, je miserais pas trop sur le fait qu'elle soit sensible à la feeding response. Et ça, ça, c'est ça qu'on veut. C'est ce genre de tige. Voilà, madame. Le plus dur est fait, il reste plus qu'à accomplir l'impossible. La faire sortir de son terrier. Et pour ça, je vais un peu tricher. C'est pas la feeding response, je vais essayer de la titiller plutôt. Allez, viens ma belle. Aïe! Je vois rien. Il faut que je me mette au sol. Certaines mygales peuvent être capricieuses. Nos odeurs, en plus de nos vibrations, plus la température et la luminosité, sont un ensemble de paramètres à prendre en compte impérativement. J'ai trop d'équipement sur moi. Allez. Et je ne veux pas être dissipé. Le moindre faux mouvement, et la mygale peut prendre la fuite. Elle va sortir, attention. Mais c'est une réussite. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Juste là. Tu la vois ou pas?
Non, il n'y a que moi qui la vois là. Ouais, y'a que toi qui la vois. Sérieux? Chat. Elle est juste ici à l'entrée. Alors, je sais pas exactement ce que c'est comme mygale. Enfin, j'ai peut-être une idée, mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais il me semble hein, que c'est une Aphonopelma, mais pas l'Aphonopelma qu'on cherche. Ça, c'est Aphonopelma crinireforme. Merde, non, j'ai soufflé dessus. Première erreur, Non, regarde. souffler sur une araignée, Elle, très mauvaise idée. elle arrive. Hop. Alors non, j'ai pas eu peur. C'est juste que ça va très vite, ces araignées. On se rend pas compte. Ouais, c'est une toute jeune. Mais c'est bien ce que je pensais. Je pense que c'est une Aphonopelma criniruforme. Alors, c'est un beau nom, Aphonopelma. Ça vient du grec. Ça vient du grec avec le préfixe A, qui veut dire la négation, comme par exemple, tu vois, tu as des reptiles, c'est les Pseudopus apodus. Donc apodus, ça veut dire sans pattes. Donc en fait, c'est des orvets. Les Pseudopus apodus, c'est les lézards sans pattes. Donc en fait, aphono, donc phonos, donc le son, le bruit, et pelma qui vient, en fait, pelma c'est le suffixe, je crois que c'est ça, hein. Préfixe avant, suffixe avant. Donc tu as le suffixe pelma qui fait référence au palpe. Tu as plein d'araignées dont le nom de genre termine par pelma. Brachypelma, Sericopelma, Euripelma, Chromatopelma, Aphonopelma, t'en as plein. Et en fait, souvent, le nom scientifique avec pelma à la fin, il fait référence à une caractéristique donc, de cette catégorie d'animal qui se trouve sur ces petites pattes à l'avant. Donc en fait, Aphonopelma, eh ben, ça fait référence au fait que ces araignées sont silencieuses. Parce que oui, sur les organes, parfois sur les palpes, donc les organes sensoriels des araignées qui sont à l'avant, eh ben, tu as à l'intérieur ici, comme ça quand elles marchent, elles ont des petits crochets, des soies de stridulation. C'est-à-dire que ce sont des petits poils très très fins qui, lorsqu'ils passent, ils font comme ça. Tu vois, comme si tu prenais tes deux ongles et que tu tirais très fort, sauf que tu en as plein. Donc ça fait un ça fait un petit bruit comme ça quand elle se déplace. Tu retrouves ça chez les Theraphosidés, enfin tu retrouves ça chez les Theraphosa, tu retrouves ça chez les Brachypelma, enfin d'autres araignées. Mais celles-ci, les Aphonopelma, elles sont très silencieuses. Je vous avoue, je connais pas très bien le comportement des crinireformes, mais on va essayer. On est en plein jour, la température augmente. Je suis pas trop ça, mais on va quand même essayer. Ce qu'on va faire, on va tricher un petit peu. Parce que je vous avoue, j'ai la flemme qu'elle se barre dans son terrier. On va obstruer le terrier avec une feuille. Voilà, généralement c'est suffisant. Parce que le premier réflexe qu'elle va avoir, si je la touche, regardez, c'est de rien faire. Non, généralement elle se barre dans son terrier. Bon, vraisemblablement, il n'y a pas de position de défense. Donc on va essayer. Tiens, t'as vu ? Tu sais ce qu'elle fait? Elle s'est retournée là. Quand vous voyez dans les reportages animaliers des mygales en plein jour, souvent c'est de la mise en scène. Parce qu'une mygale en plein jour, ça sort très peu, vraiment. C'est très rare, il y a seulement certaines espèces, mais des très rares espèces qui sortent en plein jour comme ça de leur terrier. Mais une mygale sortie de son terrier, c'est une mygale qui est vulnérable. Donc là, on a triché un petit peu avec cette espèce-là. On l'a sortie parce que sinon, le premier réflexe qu'elle aurait, c'est de retourner dans son terrier. Il faut que ce soit dit. C'est important que vous sachiez que là, on peut observer cette mygale uniquement parce que j'ai interagi avec elle, pas à son avantage, d'accord? Mais pour notre but à nous. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Essayez d'imaginer le caméraman, il est dans la nature comme ça. Et en fait, bah tiens, comme par hasard, pile poil, il tombe sur une scène de chasse entre une mygale et une blatte, qui par hasard, elle arrivait comme ça. Alors que non, c'est genre ce genre de truc, ça arrive une fois en 3 mois. Et comme par hasard, le jour où le caméraman il est là, ça se passe. Non, il y a beaucoup de mise en scène, il faut être au courant de ce genre de choses. Attention, les exceptions, ça existe. Mais bon. Alors, je crois que je peux me risquer à la manipuler, et me risquer de la manipuler. Alors volontairement, j'ai pas de gants aujourd'hui. J'ai pas de gants parce que, en fait, c'est pas super pratique pour les araignées comme ça qui sont terrestres, pour les mygales qui sont terrestres, de s'accrocher sur des gants. Elles ont des petits crochets au bout des pattes, comme beaucoup d'insectes, qui s'accrochent dans le gant. Donc c'est hyper galère. Donc là, je vais y aller à main nue, à mes risques et périls. Voilà, on va venir délicatement. Ok. Alors, je sais de mémoire que ces araignées sautent, bien qu'elles soient terrestres. Alors elles font pas des bonds du bas vers le haut, mais elles font des bonds du haut vers le bas. C'est-à-dire que c'est plutôt une manière de se protéger plus qu'une manière d'attaquer. Les animaux ne sont pas des êtres agressifs. On parle d'animal offensif ou défensif. Et certaines mygales sont plus offensives que d'autres. Elle rentre dans la guêtre. C'est vrai? Ah oui. Par chance, Ah oui. Aphonopelma crinireforme est une espèce placide. Si elle se balade sur votre corps, ce n'est pas pour chercher une zone à mordre,
mais surtout pour chercher une zone dans laquelle se réfugier, comme par exemple un pli de vêtements, ou bien dans un cas comme celui-ci, à l'intérieur de la guêtre. Hop, 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 hop. Mais la mygale s'active et pas directement à cause de moi. Et là, il y a du vent, donc on va attendre qu'elle se calme. Tu vois, elle se prend tout type de bourrasque là dans la tronche. Elle aime pas trop ça, le vent. Tu vois, elle est beaucoup plus agitée depuis qu'il y a du vent là. Oh là 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 là. Les courants d'air brassent une multitude d'odeurs différentes. Mais c'est avant tout leur puissance qui est redoutée par les araignées. L'ensemble de leur corps est recouvert de petits poils très sensibles au mouvement de l'air. Vous comprenez maintenant la vulnérabilité de cet animal face aux éléments de l'environnement. Tu te rends compte? 15 ans d'arachno, et ça c'est la première fois que j'en vois dans la nature. C'est un grand moment. Vraiment, c'est un grand moment pour moi. Bon allez, on arrête de faire joujou. Mine de rien, je voulais juste vous montrer que manipuler des mygales sauvages, parfois, c'est possible, même s'il ne faut pas le faire. Encore une fois, je le répète, j'ai fait 15 ans d'arachnologie, que ce soit à titre personnel, en enthousiasme ou même professionnel. En tout, ça fait 15 ans que je côtoie des mygales. Les erreurs, ça arrive, hein. L'expert n'existe pas, le risque zéro n'existe pas. Donc il fallait impérativement que je vous fasse quand même un petit passage de prévention sur le fait de manipuler un animal qui potentiellement peut vous mordre et vous infliger une morsure venimeuse, très douloureuse, qui n'est pas sans risque, hein. Attention, hein, tu as des espèces qui, même si elles sont pas réputées mortelles, si tu fais un choc anaphylactique, mon petit gars, genre en gros une réaction allergique, eh oui. Bon allez, on va la reposer et on va essayer de choper, notre autre araignée là, donc je vais vous parler quand même. Mais c'était hyper intéressant, n'empêche, de vous parler de celle-ci, parce on va pouvoir la comparer à l'autre, alors que c'est le même genre, hein. Celle qu'on cherche, c'est le même genre que celle-ci. Vous allez voir, elles ont pas du tout la même tronche, mais genre pas du tout. Voilà. Tu veux la manipuler, Aaron? Allez. Tu essaies? Ouais, je suis chaud. Vas-y, tends ta main. Ça va, elle est cool. Ma passion, c'est le partage. Aaron est toujours derrière la caméra, et dans le feu de l'action, on a toujours tendance à oublier de profiter. Surtout que pour Aaron, eh bien c'est la première fois. Ton ressenti? J'adore. C'est spécial. Ça se déplace comme ça, d'une légèreté. C'est joli, hein? Ouais, c'est magnifique. J'ai trop hâte pour la deuxième, tu sais. Ah, moi aussi, j'ai trop hâte. Faut Je qu'on la suis trouve, hein. Je suis vraiment un enfant, j'ai une mygale sous les yeux, je veux déjà passer à la deuxième. Non, mais... Ouais, elle est dans ton dos. Voilà un cas de figure qu'on rencontre fréquemment. Il faut que je prenne en charge. Je l'ai perdu. Baisse la tête. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les araignées se baladent sur votre corps, mais ce n'est pas pour vous manger. Voilà. C'est uniquement parce qu'elles ont la place de se déplacer. Ben vas-y, je t'en prie, pose là. On va passer à la suite. Il est temps de la relâcher en la poussant délicatement vers l'entrée de son terrier. Bien s'assurer qu'elle rentre dedans et qu'elle ne reste pas à l'extérieur. Tu as juste à la pousser, hein, vraiment. Ah, je sens un peu ces petits crochets là quand elle est passée par là. Ouais. Quant à nous, il nous faut continuer. C'est toujours pas la mygale qu'on cherche, mine de rien. Ah putain, la guêpe qui m'a bousillé tout à l'heure. Les Aphonopelma. Bonjour. Le temps passe et les fourmis jouent avec nos nerfs. C'est Acromyrmex, les pseudo-myrmex. Je sais pas pourquoi j'appelle les Acromyrmex. Les Acromyrmex, c'est autre chose. Les pseudo-myrmex se jettent sur toi là. Il y en a plein. Ah, j'en ai dans les cheveux. Mais soudain, Ah, là. Ouais, viens. Typiquement ça. C'est quoi le pourcentage de chance qu'elle soit là? Tu vois pas? Mais viens. Ah, t'as vu ou pas ce magnifique trou, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Il est pas en bordel, tu vois, il est vraiment bien rond. Alors ça c'est Aphonopelma simani, c'est sûr et certain. Bon, maintenant il va falloir la sortir. Aïe. Essaie de venir là plutôt pour avoir le terrier. Sait-on jamais, avec un peu de chance, si elle sort. mais la chance n'y est pour rien, et vous allez vite le comprendre. Ce serait bien qu'elle sorte, qu'on puisse la voir. Oui, ça serait bien. Pourtant, elle est bien là. Merci les reflets. Il y en a une. Ah ouais, c'est une Aphonopelma simani. C'est ça qu'on cherche. Typiquement caractéristique avec les pattes tigrées devant là. Ça, c'est ça. Et regarde, vraiment, focalisez votre attention sur la qualité du terrier et la qualité du caméraman aussi. Tu vois, c'est bien... Ah, putain, je sais pas comment expliquer. C'est bien... C'est lisse. Lisse, tu vois, c'est vraiment comme si elle avait passé sa vie à taper comme ça sur les parois. Tu vois, un peu faire de la poterie, c'est lisse, exactement, c'est ça, lisse, sans aspérité, parfait. Ouais. Alors de réputation, le terrier des Aphonopelma simani est pas très profond. Chaque fois que je dis simani, je pense à Slimane dans Rabbi Jacob. Slimane. Pas comme le terrier de ta mère. Bah. Pardon. Imagine, il y a des enfants qui vont regarder. Elle est trop grosse cette brindille.
Faut quelque chose de plus fin. J'ai pas envie de me rater, Vois quelque chose de plus fin, quelque chose qui est moins agressif si tu veux. alors je veux une bonne brindille. Ah ouais, mais c'est pas grave, je vais chercher pour toi. Je vais chercher pour toi, mec. Et savoir sélectionner une brindille, c'est tout un art. Ça ira très bien. Permets-moi. Il faut qu'elle soit solide, fine et très souple. Une brindille trop large, par exemple, ne fera pas l'affaire. Alors, on va essayer de se la jouer un peu finaux et tout préparer au cas où elle sort. Ok, alors ma brindille. J'ai une super brindille. J'ai perdu ma brindille. Ok, alors, il faut avoir un peu de lumière là. C'est le moment de vérité. Mine de rien, je suis serein. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Elle arrive, elle arrive. Non, 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 t'en vas pas, t'en vas pas. Oh, putain, elle recule, elle recule. Quand une mygale sort de son terrier, on n'a que quelques secondes pour réagir. Elles prennent vite conscience que la tige n'est pas une proie. Non, 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 non. Non, elle part au fond. Réfléchissement, réfléchissement, réfléchissement. Lorsqu'on revoit la scène, on remarque très bien la mygale attirée par les vibrations de la tige et essayer d'atteindre l'extrémité. La tige ressemble à s'y méprendre à une antenne d'insecte. Les mygales ont donc le réflexe d'essayer d'atteindre l'extrémité, donc la partie la plus proche des doigts, pour atteindre le corps supposé de la proie. Mais ici, il n'en est rien, donc les mygales n'ont aucun intérêt à s'aventurer plus loin sur la terre ferme. Et malheureusement, elles refusent de sortir. Ah bah, où est-ce qu'elle est? Ah merde. Ah, elle est là. Putain, elle est là, mais... Non. On a grillé nos chances pour aujourd'hui. Bon. Alors, l'ensemble des terriers qu'on a visités, ok, elles sont là, mais il y a une feed-in response. C'est pas facile. Je vous avais dit que c'était hyper compliqué en plein jour pour cette espèce-là. C'était pas notre avantage, donc c'est pas grave. On va se retrouver en pleine nuit. On va venir en pleine nuit, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vas-y, tu viens? Tu vois, elles viennent pas en surface parce qu'elles sentent le vent, la chaleur, la lumière ambiante. On va voir, on va essayer cette nuit. On va essayer cette nuit. On va venir. Tu vas voir. Et me voilà bon pour revenir ce soir. Mais j'ai bon espoir que cette fois-ci, ça va marcher. Est-ce que vous avez vu les ambiances? Aaron, t'es passé dans un acacia, les pseudomyrmex qui vont te tomber dessus. J'en vois une sur ton épaule. Enlève la moitié. J'en peux plus, c'est fourmi. Putain, tu sais que là, elles m'ont cartonné tout à l'heure. Hein. C'est bien fait. Et le pire, c'est quand elles piquent dans les articulations. Après, tu peux plus bouger ton doigt. T'as vu ma main tout à l'heure? Ouais. C'est chaud, quoi. Allez, bref, bienvenue dans la forêt la nuit. On est exactement au même endroit que tout à l'heure. Hein. Vraiment, c'est le même spot. Et on va essayer d'aller retrouver le terrier de la Phonopelma qu'on a laissé tout à l'heure. Je croyais qu'il pleuvait, mais en fait, non, c'est... Alors, attends, le terrier qu'on a vu tout à l'heure. Il y a cette branche-là. On la suit. Bam, le tronc coupé. Je me suis déjà perdu dans cette forêt. C'était ici, non? Ouais, c'est là, c'est là. C'est là. On a beau avoir des points de repère, notre perception la nuit est complètement différente. Ok, elle est là. Je repère donc l'entrée du terrier, et dans le terrier, je vois dépasser les pattes de l'Aphonopelma simani. Fais gaffe à pas marcher au-dessus. Essaye de faire un tour. Le tour là. Voilà, pour essayer d'empêcher les vibrations. Je vais aller me chercher une brindille encore. Bah viens avec moi, je vais te montrer comment je sélectionne une brindille. La brindille. Alors en théorie, on pourrait prendre des brindilles qui sont sur le sol, tu vois. Ça, je trouve que c'est une bonne brindille. Vraiment. Là, j'ai vraiment de la chance. C'est typiquement le genre de brindille que je veux. Mais vous n'aurez pas toujours la possibilité de trouver des brindilles comme ça, de cette qualité exceptionnelle sur le sol. La plupart du temps, vous aurez des branches comme ça. Et ça, on n'en veut pas. Non. Du coup, si vous n'avez pas la possibilité de trouver des brindilles sur le sol, vous pouvez choisir des plantes directement. Et alors là, ça vous paraît pas... Attends. Il y en a une là. Alors là, ça vous paraît pas optimal, ici. Mais on va sélectionner une branche comme ça. Vous voyez, celle-ci là. Voilà. Et on va enlever toutes les feuilles en tirant. Et on a une belle brindille. Et en fait, c'est exactement les deux mêmes, sauf que tu en as une verte, donc qui est toute fraîche, et l'autre qui est marron, donc qui a fané. C'est bon. Allez, bon, test. Ah, il est là, il est là. Alors, attends. On voit bien le terrain là? Quand tu mets la lumière dessus, on voit bien. Ouais. Tu crois que tu arriverais à changer plutôt? Et cette fois-ci, c'est beaucoup plus rapide. Et même technique, je bloque avec un bâton. D'où l'avantage d'être en pleine nuit. La mygale a moins ce réflexe de retourner dans son terrier. Cela me laisse donc suffisamment de temps pour réagir. Vous savez comment j'ai réussi? J'ai réussi à faire passer la branche entre elle et
le reste du terrier. Mon Dieu. Attends, j'ai besoin de mes mains. Absolument. Pas trop la faire sortir. Et maintenant c'est une opération délicate puisqu'il s'agit de la faire sortir complètement de son terrier. Mais ce n'est pas sans risque pour l'animal. Chez les araignées et les mygales, le cœur se trouve sur la partie supérieure de l'abdomen, pile poil à l'endroit où j'ai placé mon bâton. Si cette manœuvre est mal effectuée, la mygale peut mourir. Ok. Voilà. Franchement, dans d'autres circonstances, j'aurais pris mon temps, mais là, il fallait qu'on obstrue impérativement l'entrée du terrier. C'est le plus efficace finalement quand tu veux observer une mygale dehors. Parce que sinon, vous l'avez vu en pleine journée, ça se barre. Et le terrier, on l'a vu, hein, 70 cm de profondeur. C'est pas n'importe quoi, c'est loin. Et hors de question. Il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une pelle, une pioche, et ils creusent. Ils creusent et ils la déterrent comme ça. Nous, on voulait pas faire ça. Genre pas du tout. Mais... pardon, je suis ému, j'ai des renvois. C'est ça, la Phonoplma simani. C'est cette beauté suprême, elle est tellement belle. Regarde les pattes quand elles se mettent devant, on dirait presque un corpsère dans le Gersophoire, tu sais, ou presque même un squelette. C'est fascinant. T'as les Incanthoscuria geniculata aussi, quand elles mettent leurs pattes devant, on dirait aussi un squelette. C'est très 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 joli. Mais là, on se concentre sur la Phonoplma simani. Alors, on a vu ce que ça voulait dire Aphonopelma, maintenant on va voir ce que ça veut dire Simani. Bah, c'est très simple, en fait ça fait référence au naturaliste allemand Ludwig Simon qui en fait a récolté les premiers spécimens qui ont servi à l'identification. Mais le mec qui a identifié l'espèce pour la première fois, c'est pas Simon, non, c'est Octavius Picard. Ouais, elle se recroqueville sur elle-même. C'est Octavius Picard, un mec qui a passé sa vie entière dédiée à l'étude des araignées, et des mygales, donc un très grand arachnologue, qui a décrit l'espèce en 1895. Et c'est marrant, il est né le 3 novembre, comme moi, ce mec. Tu te rends compte vraiment que c'est une bête un peu vulnérable hein, quand même. Hein. T'as vu là, sortie de son terrier. Alors attends, on va pas prendre de risques. Voilà, sortie de son terrier. Bah, c'est plus grand chose finalement, c'est juste une bête qui essaye de fuir. Tout à l'heure, elle s'est un peu speedée, on a essayé de la calmer un petit peu, parce que sinon en fait, elle se barre là-bas. Or nous, on veut pas qu'elle se barre, pas parce qu'on veut la rattraper ou autre, mais parce que si elle se barre et qu'on peut plus la rattraper, ça veut dire qu'elle est toute la nuit dehors, en pleine nature comme ça, dans une forêt où il y a plein de prédateurs, alors que nous, ce qu'on veut, c'est la remettre dans son terrier après. Donc, vous imaginez même pas comment je suis heureux de vous montrer ça, c'est génial. Alors, on va parler un petit peu de son écologie rapidement parce que c'est très important que vous puissiez comparer son écologie à elle et l'écologie de la mygale qui arrive après. On a vu, donc pour faire un récap, on voit que le terrier, il est en forme d'une tubulure presque parfaite, d'accord, qui est très, très épurée. Elle vit dans des terriers qui sont à même le sol. Pourquoi? Eh bien parce que comme il fait plus sec, il y a moins de grosses pluies, donc il y a moins d'inondations, donc c'est plus propice, en fait, finalement, à la survie de cette espèce. Il y aurait de l'eau ou des grosses inondations, et ben les terriers seraient complètement inondés. L'autre mygale qu'on va voir, vous le verrez, elle vit dans une région où il fait beaucoup plus humide, où il y a des pluies même encore en ce moment, et donc ça implique... Attends, j'ai ma machette qui me rentre dans les fesses. Et donc ça implique d'avoir des terriers à la verticale pour que quand il pleut, eh ben, il n'y ait pas d'eau qui s'infiltre. C'est ça qui est super. C'est vraiment une belle mygale, hein. C'est vraiment une belle mygale. T'en as plein de façons des belles mygales, mais celle-là, entre la couleur. Et alors, tu vois comment ça se compose en fait un terrier de mygale? C'est des animaux qui sont très propres, ils vivent pas dans leur crotte ou autre. Tu peux retrouver un petit peu à l'entrée du terrier, selon les espèces, un peu de toile qui permet d'avertir le passage d'une proie, mais sinon, en fait, autour du terrier, tu vas retrouver des restes d'animaux. Tu vois, là par exemple, il y a un coléoptère, et c'est typiquement des restes de mygale. Ça, c'est vraiment typiquement des restes de mygale. Pourquoi? Parce qu'il est en morceaux. Ça aurait été un oiseau qui aurait mangé un coléoptère, un insecte, il y aurait toute une partie, tu sais, il manquerait le thorax, mais il resterait l'abdomen ou autre. Là, on sent que ça a été broyé, déchiqueté, digéré, et qu'en fait, elle l'a mangé dans son terrier, elle est sortie, et puis elle a déposé le cadavre ici pour rentrer, quoi. Vraiment des animaux qui sont très très méthodiques, on l'a vu tout à l'heure, quand elles ont besoin de muer, de changer de peau ou de se protéger, elles vont obstruer l'entrée de leur terrier. Certaines mygales vont obstruer l'entrée grâce à des fils de soie, hein, donc juste faire une toile. D'autres, comme les Aphonopelma simani, vont utiliser les éléments du décor. Donc c'est vraiment, vraiment super. Très très content de pouvoir vous montrer ça. Je vais essayer quelque chose. J'ai mis une petite boîte par-dessus parce qu'elle finit par... elle bouge pas mal.
C'est la boîte des batteries. Je vais vous montrer quand même un petit peu les crochets et vous expliquer quelle est la différence entre les mygales et les araignées, tant qu'on a une mygale sous les yeux. Et alors je prends un gant parce que c'est des mygales qui sont bourrées de polyurticants. Et donc je vous avoue que j'ai la flemme de me faire urtiquer les doigts. Oh merde, putain, c'est pas vrai. Donc, comment c'est composé une mygale en fait? Une mygale, c'est un animal qui est composé en deux parties, le prosome, l'opistosome, donc en gros la tête et l'abdomen. C'est sur le prosome, donc le céphalothorax, la tête, que sont regroupées toutes les autres parties du corps. On retrouve sur cette partie les 4 paires de pattes, la paire de pédipalpes, les organes sensoriels, on l'a vu tout à l'heure, l'abdomen et les yeux, et aussi, j'ai bouffé un moustique, j'espère qu'il n'était pas plein de ton sang, et aussi la paire de chélicères qui porte le crochet. Alors en fait, les crochets sont là, il fallait que je vous montre ça un petit peu. Alors voilà, on essaie de les faire sortir tout doucement. Je ne sais pas si vous les voyez là, mais quand même assez exceptionnel. Ça a une capacité de pénétration dans la peau, les crochets du mygale, c'est très puissant. C'est suffisamment puissant, non pas parce que c'est pointu, mais parce qu'elles ont une force assez incroyable dans les crochets, hein, vraiment. Hein. Alors imagine les grosses espèces. Heureusement que certaines espèces ne sont pas réputées pour être très mordeuses. Mais là, celle-ci, je me risquerais pas. Je me risquerais pas pour le coup. Ah putain, t'as vu comment elle les lève? C'est pas une arme, c'est surtout un outil qui lui sert de manger. Qui lui sert à manger, pardon. Ah mon Dieu. On observe la mygale un moment et je me décide à filmer mes plans raccords, c'est-à-dire les plans d'illustration qui vont me servir d'exemple pour illustrer mes propos dans ma vidéo. Très vite la mygale se calme, je décide donc d'essayer de la manipuler. Mais avant de la prendre à pleine main, je préfère la laisser circuler sur moi. C'est un moyen que j'ai mis au point par l'expérience qui me permet de tester un animal, et surtout les animaux comme les arthropodes. Ici, tout se passe bien, je vais donc pouvoir la manipuler, en restant sur mes gardes. On la voit ou pas là? Ouais. Normalement on dit on évite le contact au maximum avec les animaux. Là elle est sur mon pied, je suis pas avec les mains parce que si tu veux pas te faire mordre, bah tu manipules pas, c'est la base. Et ce sont pas des animaux domestiques, ce sont des animaux sauvages, donc ça veut dire que tu peux pas avoir les mêmes interactions avec une mygale que tu pourrais avoir avec un chien ou un chat. En fait, même pas du tout. Donc il faut les considérer comme des animaux sauvages, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à t'enclencher si jamais tu fais un mauvais geste. Et pour pas faire de mauvais gestes, bah faut rester. Encore une fois, je le répète, ça fait 15 ans que je fais ça, 15 ans. Je me suis fait cartonner une fois dans ma vie, cartonner une fois. C'était il y a 10 ans, j'avais fait le con, comme aujourd'hui. Et voilà, tout va bien, tout va bien, tout va bien. On va la reposer dans le terrier, mais je voudrais juste quand même essayer quelque chose. Je voudrais essayer de la manipuler à même la main pour vous prouver quelque chose. Vous allez dire, ouais, c'est pour te prouver quelque chose à toi-même. Bah non, non. J'ai pas envie de me faire cartonner, hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas envie. J'ai déjà une branche qui m'a arraché le visage, je me suis fait piquer par une guêpe tout à l'heure. On a passé la journée dans les maringouins là, hein, à choper la dingue. J'espère qu'on l'a pas chopé à Rouen, hein. J'espère que... Je te jure. Et les pseudomyrmex. Donc non, perso, si je pouvais éviter les frais, limiter les frais, là ça m'arrangerait. Mais c'est pour vous montrer quelque chose de très important sur leur comportement, sur le comportement des mygales, en dehors de leur terrier. Bon, pour ça, je vais essayer. Une espèce de petite abeille là qui essaie de lui piquer le fion. Arrête, je te jure, il y a une abeille dans les... Alors, comment on peut faire? Voilà, on va la pousser. Ah, elle aime pas mes poils. Hein. Attends, on va utiliser ça. Voilà, allez, pas peur, stop. Viens là-dessus. J'ai les mains moites. Qu'est-ce que tu veux, Watt? T'en as les mains moites. Vous voyez comment elle met les pattes là comme ça? C'est pas pour attaquer. Les pattes levées comme ça, c'est pour se protéger. C'est pour s'équilibrer et tout. Voilà. Vous voyez, on n'est plus du tout sur le comportement qu'elle avait tout à l'heure dans son terrier où elle était en mode défensif à fond. Là, elle essaye qu'une seule chose, c'est de fuir. Donc on va pas la déranger plus longtemps. On l'a déjà suffisamment saoulée. On va la remettre dans son terrier. Et puis, on va essayer de passer à la deuxième espèce. Au moins, on l'aura eu celle-là. Ça, je suis content quand même, hein. Je suis pas peu fier. Allez, retourne dans ton trou. Allez. Allez. Rien, c'est beau. Enfin, c'est génial, tu vois, tu sais, pouvoir te dire merci la petite araignée pour nous avoir offert le privilège de pouvoir réaliser une vidéo, c'est super. Je vous rassure, tout ça ne va pas la tuer. Hein, on n'est pas du tout sur
sur des animaux qui sont très sensibles à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller comme un porc et faire n'importe quoi. Donc moi je sais que c'est toujours un plaisir de pouvoir me dire ok bah on a fini avec cette bestiole, elle peut retourner tranquillement à sa vie, à sa vie quoi. Allez on y va pour la suite. Aaron. Ouais. Taillot les gars, taillot. Vas-y tu peux couper. Rendez-vous dans les montagnes. Pour trouver la mygale qu'on cherche, il nous faut prendre un peu de hauteur. Cette fois-ci, nous montons à plus de 1500 mètres d'altitude. La végétation y est plus dense, l'humidité plus élevée. En bref, tout ce que j'aime. Vous allez pouvoir comparer l'écologie d'une mygale des savanes avec une mygale des forêts tropicales d'altitude. C'est l'environnement parfait pour la mygale qu'on cherche. Il s'agit de la mygale endémique du Costa Rica, la fameuse Abdomegaphobema mesomelas. Bon, alors on arrive proche de la zone de l'endroit en fait où je veux vous emmener. Alors techniquement, je pourrais vraiment vous en montrer là sur le bord de la route. En fait, c'est ça qui est fou avec les Megaphobemas, c'est que finalement, c'est une araignée que tu vas plus. Finalement, c'est une araignée que tu vas plus trouver sur le bord des chemins que dans la forêt, techniquement. Là où il y a eu le plus d'observations, c'est sur le bord du chemin. Alors ça pourrait être dû au passage, effectivement. Moi j'ai une théorie, en fait, comme les chemins sont tracés par l'être humain, et ben du coup tu te retrouves de chaque côté de la route des pans qui sont verticaux. Et ça, la Megaphobema, elle adore des pans verticaux, parce qu'ici à Monteverde, il fait beaucoup plus humide. On a perdu déjà à plus de 10 degrés par rapport au climat dans la côte, et il pleut quasiment tous les jours. Et donc du coup, comme il pleut, et ben des terriers qui sont sur des pans verticaux, ça permet d'éviter les infiltrations d'eau. Donc la Megaphobema, elle a trouvé un petit peu son bonheur, si tu veux, dans la création de ces routes, de ces sentiers créés par l'humain. Donc c'est un peu, moi j'ai une théorie selon laquelle ce serait du commensalisme. Alors c'est quoi le commensalisme? Rapidement comme ça, le commensalisme c'est lorsque deux organismes vont interagir, sauf que la production de l'un est bénéfique pour l'autre, sans que ça ait d'impact pour la production de l'un. Par exemple, en gros, je crée une route. Ok, grâce à cette route, c'est hard hein, dit comme ça, mais grâce à cette route, ça permet aux Megaphobema de trouver des pans verticaux plus facilement. Donc elle en tire profit, mais nous, les êtres humains, on n'en tire pas profit du tout parce que ça change absolument rien. C'est ça le commensalisme. Mais moi, je veux vous emmener dans un autre endroit. Moi, je veux vous montrer un petit peu, je veux qu'on aille dans la forêt, je veux qu'on aille dans la jungle, parce qu'ici, c'est c'est vraiment de la jungle. Hein. On n'est pas du tout dans de la forêt d'altitude comme ce qu'on avait vu pour le Quetzal. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Là, on est vraiment sur de la jungle d'altitude parce qu'on est pas non plus au-dessus des 2500 mètres, 3000 mètres d'altitude. Ça va? Ouais. Et je veux impérativement vous montrer là, vous montrer l'endroit dans lequel elle vit, parce que c'est un climat, c'est un biotope vraiment particulier. Et si on veut le mettre, si on veut le comparer à celui des premières mygales qu'on a vues, vous allez voir que c'est quand même, que ça a quand même rien à voir. On parle d'une jungle sèche, d'une forêt sèche, d'un bois sec, dans une zone sèche, à une jungle d'altitude qui est pas froide, hein. Elle est pas froide, il fait pas du 5-10 degrés, là il fait plutôt du 17-19 quoi. Ça reste frais, ça reste très frais. On va rentrer par là, par la droite. Oui. Normalement ça devrait être... Ah c'est ça, il est là. C'est ça hein. J'adore les jungles d'altitude. C'est bon ça, c'est beau. Enfin, de petites altitudes. Il y a une grosse différence de climat entre une jungle de 1500 mètres et une jungle de plus de 3000 mètres. Ici, pour moi, la température est parfaite. Il fait chaud lorsque le soleil pointe le bout de son nez, mais la température n'excède pas les 30 degrés. Il y a du vent, donc l'air est brassé, et il pleut régulièrement. Et comme un bon breton que je suis, moi, j'adore la pluie. Bah voilà. Très bien, allez. Dans les hautes herbes. Je laisse la première. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Aïe. Alors. Pour cette araignée, il n'est pas question de se foirer. Donc on va vérifier quand même un peu le matériel. Je vous dis, techniquement, pour choper des mygales, tu as besoin
Ben en fait d'une brindille, juste une petite brindille, t'as juste besoin de ça. Une brindille et des boîtes, ça dépend. Mais ici, toute la faune est protégée. Donc techniquement, on n'a pas le droit de les toucher, pas le droit de les attraper. Il faut le savoir, c'est très important. Tu vois, il y a du passage. Donc imagine en fait faire la vidéo là sur le bord de la route avec des gens qui passent tout le temps. Non, ça me plaît pas. Donc pour chercher des mygales, moi je vais prendre tout mon kit de dissection. On va pas disséquer des mygales, mais dedans il y a des petits ustensiles comme des sondes tubées, il y a des pinces, il y a des loupes, il y a tout un tas de choses. Donc c'est pour l'entomo ou même l'herpéto, pour moi ça c'est primordial, c'est vital. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vais préparer mes batteries. En fait, j'ai besoin d'être équipé comme ça, un maximum. C'est comme si moi je portais tout mon studio avec moi. Et je vous rappelle que dans mes aventures, on est toujours que deux. Il y a quelqu'un qui me filme, là c'est Aaron. Et moi qui porte tout le matos avec toutes les infos, tout le matériel, etc. Donc j'ai besoin d'être optimal dans toutes circonstances. Ça m'a permis avec le temps. Aujourd'hui j'ai mes petits réflexes, donc c'est plutôt pas mal. Encore une fois, je le répète, des animaux, tu peux en chercher en slip. Donc on a ça, on a la balance, on a des chiffons pour s'essuyer les objectifs quand on a besoin, on a l'endoscope, le pied macro, et je pense que c'est bon. Allez, c'est parti, pas besoin de machette ici, il y a très peu de danger. Les gros prédateurs, t'en as pas ici, et les gens sont sympas. Avant de pénétrer dans la jungle, on va prendre un moment pour vous montrer la proximité qu'il peut y avoir entre des mygales et des humains. Tu vois, ça là, ces bordures, c'est ça dont je te parlais tout à l'heure. C'est typiquement ça. Alors l'entrée est juste par là-bas. Il y a des baraques ici. J'adorerais avoir une maison ici. C'est assez dingue. Mais t'as plein de petits trous. Là, t'as un trou là. Mais alors attends. Alors ça, tu vois, bah ça c'est pas un trou de Mégaphobéma. Je suis désolé, je sais que le nom de genre a changé, c'est Abdomégaphobéma, mais j'ai tellement dit Mégaphobéma pendant des années que c'est un peu resté. Tu sais, c'est comme les Morelia viridis et les Chondropythons. Bon bah voilà, c'est un peu comme ça. Mais ça c'est pas un... Ça c'est pas un trou de Mégaphobéma. Attends. On va essayer de voir. Déjà on va essayer de faire attention. Putain mec, il y a des Paraponera. Oh, regarde cette fourmi. C'est la fourmi balle de fusil. Juste là. Tu viens chercher des mygales et tu te retrouves avec les fourmis. Regarde, c'est ça là. C'est les fourmis balles de fusil. Alors c'est pas l'espèce clavata, donc la fourmi balle de fusil, parce qu'en fait des espèces t'en as plusieurs. Celle-ci elle est un peu plus petite, mais regarde, tu vois, je la prends. Je suis en train de la prendre avec la pince et tu as son abdomen, au bout de l'abdomen, tu as l'aculeus, donc l'aiguillon, le dard, clac, qui cherche à percer. Là, tu mets le doigt, tu te fais cartonner sale et ça fait mal, hein. Ça fait très très mal. Tu vois, t'imagines une vidéo là, avec tout le passage que tu as ici? C'est mort. Remarque, c'est intéressant de se dire que des mygales, ben finalement, tu peux en trouver dans des zones anthropiques. T'as vu, il y a un portail qui est juste derrière, la route est juste là, et là, on a un trou de mygale. C'est sûr et certain que c'est un trou de mygale. D'ailleurs, regarde. T'as encore un peu de terre là qu'elle est venue creuser à droite à gauche. Alors attends, je vais reposer cette fourmi. Alors, on va essayer de regarder ce qu'il y a dans ce terrier. Mais je vous dis à coup sûr, c'est pas du tout une Mégaphobéma. Pourquoi? Parce que le terrier déjà, il est sur une pente, oui, mais elle est pas bien verticale. Elle est quand même vachement à plat. Et le terrier est beaucoup trop petit. Alors tu pourrais dire oui, mais c'est une petite. Ouais, mais en fait, il est beaucoup trop beau. C'est-à-dire que là, on a plus un terrier qui ressemble à un terrier d'Aphonopelma, mais il n'y en a pas dans la zone. Eh mais si c'était une Sphaerobotria, je sais pas. Et du coup, bah, il est beaucoup trop beau. Tu vois, les terriers de Mégaphobéma, c'est pas ça. Alors attends, dans quel sens c'est cette merde? Si on nous regarde d'en haut, on va finir par se dire qu'on n'est qu'une bande de fous. Tu vois, il est beaucoup trop beau le terrier. Alors, au moment je vois rien. Ah, je vois rien. Je vois toujours rien. Je sais pas ce que je filme. Ah la galère. Oh, ok, bon, c'est bon, il y a une mygale. Alors, par contre, je sais pas ce que c'est, j'ai pas de couleur. Attends, je vais enregistrer quand même. Ah, si, c'est bon, j'enregistre. T'as vu tout ce passage? Genre normal, là, tu vois, t'as des mygales. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, elle attaque la caméra. Ouais, bon, ça, c'est normal. Alors, ça peut pas non plus être des milliards de choses. Il n'y a pas 12 milliards de trucs dans la zone. Et si c'était une Sphaerobotria? Faut juste que je regarde juste un détail pour pouvoir vous confirmer ce que c'est, mais j'arrive pas à tourner le truc. C'est profond. Et verdict. Oh, c'est une Sphaerobotria, mec. Alors comment j'ai reconnu que c'était une Sphaerobotria? En fait, sur l'araignée, sur la mygale, sur le céphalothorax, donc l'endroit où est rattaché toutes les parties, tous les articles de l'araignée, tu as au centre ce qu'on appelle chez les mygales une fovea. C'est censé être un creux. Les plus grosses espèces ont un gros trou, mais tu as des espèces qui bizarrement vont avoir
une espèce de protubérance, une corne. Et là, ici, on est en Amérique latine, et c'est fascinant, regarde ça. Ici, on est en Amérique latine, et dans ce terrier, il y a une araignée qui possède aussi cette protubérance. Il faut savoir que dans le monde des mygales, à part, mine de rien, la couleur, la coloration ou la pilosité, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc les espèces qui vont avoir cette protubérance sur la Fovea, elles sont quand même relativement très rares. Il y en a même encore qui sont découvertes récemment, tu vois. Et ici, on est en Amérique centrale. Et ce qui est fou, c'est que là, on a une espèce, Phaerobothria hoffmanni, on a une espèce qui possède cette protubérance. Mais il faut savoir qu'en Afrique du Sud, en Afrique subsaharienne, en Afrique, on a Namibie, Togo, Tanzanie, toute cette bande-là, Mozambique, eh ben, t'as une catégorie de mygales qui s'appelle les Ceratogyrus. Et c'est là que tu retrouves en fait les protubérances les plus balèzes. Et ce qui est dingue, c'est qu'on pourrait se dire oui, c'est un caractère sexuel, reproductif, pourquoi pas. Mais il faut savoir que ce sont les femelles qui ont la protubérance la plus grande. Et là, ça casse un petit peu tous les codes de ce qu'on a l'habitude de voir dans le règne animal. Généralement, ce sont les mâles qui portent les ornements, hein, donc on appelle souvent des hypertélies, donc des caractères morphos disproportionnés. Les pans, les quetzals, d'ailleurs il y en a dans la zone des quetzals. Donc les pans, les quetzals, les coqs, certains poissons. Mais là, chez les Ceratogyrus et les Phaerobothria, eh ben, ce sont les femelles qui ont les protubérances les plus grandes. Donc je sais pas si vous imaginez à quel point c'est étonnant d'avoir des mygales qui vont avoir cette excroissance-là, mais d'une part sur le continent américain, de l'autre part sur le continent africain. Il n'y en a pas des masses, donc est-ce que c'est de la convergence évolutive? Probablement. Il y a des hypothèses, hein. Convergence évolutive, c'est quand tu as deux organismes qui vivent, qui sont complètement séparés, qui sont très éloignés, mais qui, comme ils vivent dans des biotopes similaires, ont adopté des modes de vie similaires et donc vont avoir des caractéristiques, des traits fonctionnels similaires aussi. L'un des exemples les plus parfaits pour être plus parlant, c'est les colibris et les morosphinx, donc un petit oiseau et un papillon. Eh ben, ils bouffent de la même manière, donc ils ont développé une manière de se déplacer, une méthode de vol similaire, la même chose. Sauf que bah, tu as d'un côté un oiseau, de l'autre côté tu as un papillon. Voilà. Là, c'est un peu différent parce que en fait, c'est deux araignées de la même famille, la famille des Theraphosidés, donc tu as déjà un peu plus de cohérence. Par contre, c'est quelque chose de très très étonnant. Moi, j'ai une théorie là-dessus, sur la corne, faut voir ce que ça vaut. S'il y a des gens qui veulent faire une thèse dessus, faites-la. Les femelles ont les excroissances sur le haut du céphalothorax qui sont les plus développées que les mâles. Donc, on pourrait, attention, c'est une hypothèse, exclure la cause reproductive, donc l'intérêt reproductif. Les femelles sont celles qui vivent le plus longtemps dans les terriers. Vous avez vu, les terriers comme ça. Mais elles vivent pas de la même manière en Afrique qu'ici. En Afrique, les terriers, ils sont à même le sol et il y a des gros animaux qui passent, beaucoup de passages. Et la terre aussi, elle est un peu plus sèche, donc elle peut potentiellement, là où elle creuse, s'effondrer. Peut-être que cette corne aurait un rapport avec la forme et la taille du terrier qu'elle creuse et que ce serait une espèce de repère pour la femelle, pour être protégée, pour empêcher que le sol s'effondre par exemple, vu que c'est au-dessus. Je sais pas, c'est ma théorie. S'il y en a qui veulent faire des recherches dessus, faut voir. Voilà, on en est où là-dessus là? Oh putain, il y a des petits, il y a des bébés. Viens voir, avec tes propres yeux. Viens voir avec tes propres yeux. Regarde, là, t'as vu? Attends, si je souffle dessus, t'as vu? Ça bouge. Ah, des bébés. Ah. Tu vois, si je souffle à l'entrée du terrier comme ça, l'air est suffisant pour générer des petits stimulus un peu désagréables pour eux. Du coup, ça les fait bouger en mode ah, qu'est-ce que c'est? On va pas la déranger plus longtemps. Il y en a un qui est dessus quoi. Ouais, moi je pense qu'il s'est retrouvé là purement par hasard parce que les mygales portent pas leurs petits sur leur dos. Il y a que les araignées loups et d'autres rares familles, rares espèces qui portent leurs petits sur leur dos comme ça, sur le dos. Tu vois, les lycoses, les pardosa par exemple, toutes les lycosidés en fait. Et là, c'est juste un petit qui s'est retrouvé là par hasard. Bon bah très bien, c'est super tout ça. Allez, on essaie de chercher quand même la Mégaphobéma. N'empêche, c'est super un exemple comme ça parce que ça vous montre encore une fois un autre type de terrier pour une autre espèce, pourtant dans le même biotope, enfin, au même endroit, dans la même zone. C'est pas mal, c'est pas mal. On était venu chercher une espèce, finalement je vous en présente 4. On va essayer de trouver la Mégaphobéma quand même. Allez, 9-4 cassos. Il est temps d'abandonner la zone urbaine pour passer à la zone sauvage. Vous allez voir, vous allez adorer la forêt. C'est super, enfin franchement j'ai toujours aimé les forêts d'altitude comme ça. Enfin les forêts, les jungles. J'arrête de dire, je vous induis en erreur moi si je dis n'importe quoi. On passe par là, je vais mettre... Ce sentier, on l'a repéré par vue satellite. Embarqué. Donc nous allons découvrir le lieu en même temps que vous. Oh la vache. Ah, toujours. Rapproche-toi, viens. Je pense que c'est genre l'endroit parfait. Par contre, on rentre dans une forêt, donc on se présente à Pachamama. Toujours. Chacun y va à son rituel. Tu peux te mettre à genoux, tu peux croiser les mains, faire des trucs ce que tu veux, faire des bisous.
parler à un arbre, on s'en fout, c'est personnel. Moi, j'ai juste une manière de très simple. Comment je fais, moi, d'habitude? Viens faire un Pachamama, toi aussi. Lorsque je suis arrivé ici en Amérique centrale, j'y suis resté pendant 2 ans. À force de côtoyer les locaux, ils m'ont appris à développer un sens particulier pour l'animisme. C'est le principe selon lequel toute forme de vie, quelle qu'elle soit, comme des insectes, un arbre centenaire, de la mousse ou un crocodile, voire même des objets non vivants comme une rivière, des rochers ou une montagne, possèdent une âme. Elle s'appelle Pachamama, la terre-mère. Et elle veille sur ses enfants avec la plus grande des considérations. C'est un concept très présent ici en Amérique centrale que nous avons appris à adopter avec Aaron. Depuis, nous nous présentons systématiquement avant même de rentrer dans une forêt. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi? Eh ben, vous saurez jamais ce que j'ai demandé. Allez, c'est parti. Généralement, ce qu'on demande quand on rentre dans une forêt avec Aaron, enfin, je sais pas pour Aaron, mais je crois que moi, ce que je demande généralement, c'est nous permettre de. En gros, c'est de nous accueillir. La permission. En gros, c'est de nous accueillir. Merci de nous accueillir. Et on lui dit qu'on est ici pour. On n'est pas ici pour la violenter, pour violenter sa forêt, on est là pour protéger ses enfants, qui sont en fait tous les organismes vivants dans cette forêt, quoi. Voilà. Et puis parfois je me présente aussi, ça dépend. Parfois je dis bonjour, je m'appelle Yvan Quérin, je suis français, tout ça. Pas toujours, pas toujours. Là, t'as plein de terriers là, tu vois, ça commence. Alors ça c'est vide. Ça c'est vide. Comment je sais que c'est vide? C'est très simple, en fait, t'as déjà un début de terrier, probablement creusé par des mammifères, mais ça continue pas, ça se voit, enfin je veux dire. T'as soit un orifice comme ça qui continue, dans lequel tu peux mettre la main, soit rien. Un orifice comment? Ok, oui. Comme ça. Alors je dis la migale qu'on cherche, finalement c'est une migale qui est endémique. Et ça c'est assez particulier. Pourquoi? Parce que encore l'endémisme, si tu veux, dans un pays insulaire, ça je peux comprendre. T'as des barrières naturelles, les océans et encore, tu vois, t'as quand même des espèces qui arrivent à se retrouver sur des îles, tu sais pas comment. Genre vraiment, tu pourrais dire les océans, mais tu vois, je pense notamment au Brachylophus fasciatus, qui est quand même un iguane. Donc il y a un iguanidé, donc la même famille que les iguanes verts, que les Amblyrhynchus, l'iguana delicatissima, etc. Et qui arrive à se retrouver sur les îles. Je crois que c'est Tonga, Vanuatu. Tu te rends compte le nombre de kilomètres qu'il a fait? Il s'est retrouvé là-bas. Donc là, moi, j'ai pas d'explication. Peut-être une noix de coco, mais il aurait fallu qu'il y ait quand même 2 individus qui soient potentiellement viables et qui arrivent à se reproduire, etc. C'est quand même un sacré délire, ça, l'histoire du Brachylophus. Mais encore une fois, tu vois, je me dis, ok, il y a un endémisme parce que c'est une île, tu as des barrières naturelles, des barrières qui sont l'océan, finalement, qui est quand même une barrière assez balèze. Quand même suffisant. Hein. Mais dans un pays comme le Costa Rica, en Amérique centrale, où t'as pas vraiment de barrière, puisque au nord t'as le Nicaragua, et tu peux passer la frontière comme ça, et au sud t'as le Panama, et c'est pareil, expliquer un endémisme dans un pays comme celui-ci, qui est finalement la passerelle entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, c'est fascinant. C'est pas, je vais pas dire difficile, je dirais c'est fascinant. Parce que du coup, il y a plein de raisons. Alors comment expliquer l'endémisme? Déjà, c'est fascinant, il faut prendre en compte plein de facteurs, des facteurs biotiques et abiotiques. En gros, des facteurs du vivant et des facteurs du pas vivant. Donc tu as plein de facteurs qui rentrent en jeu. Tu vois, tu as l'alimentation, certains animaux vont avoir un type de proie pas bien défini, tu vois, c'est tout bête, mais je prends l'exemple de la rate de Buffon. La rate de Buffon, il est un peu particulier parce qu'il se nourrit que d'un seul type de graines, qui sont des graines des noyers, des noix, mais qui sont les plus difficiles à casser au monde. Pour ça d'ailleurs qu'il a un bec plus large, un crâne plus massif, plus robuste, et donc il va avoir ce type d'alimentation-là qui va l'obliger à rester dans une zone bien précise, puisque c'est la zone dans laquelle poussent ces noyers. Donc évidemment, t'imagines, déforestation, etc., réintroduction impossible si t'as plus ces noyers-là. Donc tu vois, ça peut être plusieurs facteurs comme l'alimentation, donc un type d'alimentation bien précis. Ça peut être des difficultés de climat, ça peut être des difficultés aussi de terrain, tu vois, la montagne, ou alors même des facteurs anthropiques, donc des villes, des routes, des ponts. Ce genre de choses, des autoroutes. Donc si tu veux, dans un pays comme le Costa Rica, les espèces peuvent quand même techniquement circuler librement. Et tu vois, regarde par exemple, imagine juste un truc. La migale qu'on vient de voir, la Phonopelma simani, on l'a vu, elle vit dans un climat plutôt, tu vois, sec, chaud,
Grosse température élevée, dans des terriers même le sol. Là, celle-ci, c'est une araignée d'altitude qui vit dans des climats plutôt frais, plus humides, dans des forêts. Donc, tu vois qu'il y a quand même une grosse différence entre les environnements et les modes de vie. Donc si tu veux, comment expliquer que cette mygale, celle qu'on cherche, donc celle que la Mégaphobéma là maintenant, elle se soit retrouvée dans un milieu comme ça, donc elle soit devenue endémique, c'est-à-dire qu'elle soit devenue inféodée et techniquement incapable de survivre dans d'autres conditions. On va prendre un exemple un peu grossier, je vais simplifier, j'en connais une qui va gueuler, mais je vais quand même essayer de vous le faire comme ça. Mais imaginez qu'un ancêtre de votre mygale, largement répandu dans une zone donnée, pour des raisons diverses et variées, alimentation, climat, tout un tas de choses. Donc cette population grandit, prospère, et au fur et à mesure des générations qui passent, elles arrivent, tu as certains individus, petit à petit, qui arrivent à développer une tolérance à des températures plus froides, là où d'autres pourraient mourir. Une petite partie de cette communauté qui résiste au froid va donc finir par se reproduire, donc prospérer. Il y a une autre partie de ces individus-là qui vont mourir parce qu'ils ne vont pas développer le gène qui permet cette résistance au froid. Et cette petite communauté qui arrive à se développer au fur et à mesure, là, ils développent génétiquement, au fur et à mesure des générations, des caractéristiques qui leur permettent d'être de plus en plus adaptés à leur environnement. Ces différences, elles peuvent être majeures ou pas, visibles ou non. Et au fur et à mesure de ces évolutions, de ces adaptations, de ces caractéristiques qu'on appelle des traits fonctionnels et génétiques, ils se spécialisent pour une niche écologique bien spécifique, mais aussi pour l'espèce en elle-même et son mode de vie, notamment au niveau de la reproduction, par exemple code couleur, comportement reproducteur, donc tactile, etc., chimique aussi. Sauf que ça devient tellement spécialisé, tout ça est propre à cet endroit, à ce mode de vie, que du coup elles peuvent plus sortir de cet environnement jusqu'à nouvel ordre, ou alors jusqu'à développer de nouvelles adaptations écologiques qui vont leur permettre de vivre dans un autre environnement. Voilà, je sais pas si vous me suivez. Et normalement, je crois que je suis assez clair. C'est grossier, mais c'est clair, en fait. Quoi? Bon, allez, vas-y, viens, on la cherche cette araignée. Parce que on parle, mais pas grand-chose, hein. Le sentier est dégagé et entretenu. Ce n'est pas un sentier régulièrement emprunté, mais il n'est pas non plus laissé à l'abandon. Je vous avoue que j'ai un peu peur de ne pas trouver l'araignée que je cherche. Pourquoi? C'est très simple. Un sentier peu emprunté par les humains veut dire qu'il y a potentiellement d'autres animaux, comme des mammifères, qui peuvent circuler librement. Et certains mammifères, comme les tatous ou les coatis, sont des prédateurs naturels de la mygale. Donc plus il y a d'humains, moins il y a de prédateurs, moins il y a d'humains, plus il y a de prédateurs. Mais je ne désespère pas pour autant. C'est une belle forêt, hein, c'est une belle jungle, typique des forêts d'altitude. Tu vois toute cette mousse là, ça, tu te souviens quand on était allé chercher le Quetzal, on était à un peu plus de 3000 mètres d'altitude, t'avais déjà ça avec ces arbres qui ressemblent à des cryptoméas, très très beau. Ça m'étonne pas qu'il y ait des Quetzals dans la zone, ils adorent ça, se poser sur des troncs. Aïe. Non. Encore? Hein? Non, j'ai pris de la poussière. Et ça, cette mousse là, caractéristique. T'as très peu ça, ce genre de mousse, enfin très peu, quasiment pas en fait. Dans des forêts, des jungles plus basses, les troncs sont généralement lisses, et en fait ce sont des lianes ou des racines d'arbres comme du monstera, du philodendron qui poussent sur les arbres. Mais là, c'est de la mousse et de la fougère. C'est principalement ce que tu retrouves. Du tillandsia aussi. Les tout petits là, du tillandsia, rien. Ça, où est-ce que j'en ai vu tout à l'heure là? Si j'en vois, je te montre. Mais ouais. Donc ça a probablement été creusé soit par un mammifère, ok, soit par une Mégaphobéma, donc l'araignée qu'on cherche, qui a commencé à creuser, mais en fait qui s'est heurtée à une racine et qui a arrêté de creuser leur terrier. Parce que oui, même si elles ont un comportement un peu opportuniste, elles savent creuser, elles creusent très très bien. Mais elle est belle cette terre, on dirait presque de la terre de la poudre de coco avec de la tourbe. Est-ce que tu peux me choper ma lampe torche là sur le teco? La luminosité s'affaiblit. Les heures filent et le soleil se couche dans 2 heures. Ça, c'est du mammifère, ça. Ah. Et il y a plein d'opilions qui sont en train de faire leur méga life. Il y a plein de choses dans ce terrier. Mais ça, c'est un terrier de mammifère. Trou large, racine, on voit que la terre a été creusée de cette manière, tu vois. Comme ça. Avec le temps, j'ai appris à reconnaître certains mammifères avec leurs odeurs. Civette, tatou, binturong, renne, tous déposent une trace chimique qui peut être reconnue pour un nez affûté. Certains mammifères, tu vois, ils urinent à l'entrée de terrier comme ça, mais alors, il y a plein de vie dans ce terrier. Il y a des opilions qui sont des arachnides aussi, qui font partie de la classe des arachnides, mais d'un ordre différent. Par exemple, les araignées, elles font partie de l'ordre Aranea, les opilions, ils font partie de l'ordre Opiliones, je crois.
de même titre que les solifuges, les ricines, les scorpions, etc. Donc les opilions restent des arachnides, ils sont pas venimeux cependant. Ils ont, pour certaines espèces, la particularité de se reproduire en masse. C'est-à-dire qu'ils font des swarms d'opilions. Tu sais, tu peux voir des vidéos sur internet où ils sont tous accrochés les uns aux autres et ça bouge partout, et si tu touches avec la main, ça se balade. Mais en fait, ça vit là-dedans. Certaines espèces vivent dans les petites cavités comme ça. Donc elles vont être plutôt kleptoparasites, c'est-à-dire qu'elles vont venir bénéficier des terriers d'autres personnes pour venir se mettre dedans et vivre dedans. Certaines petites araignées vont faire du kleptoparasitisme aussi. Là aussi, tu vois, c'est du commensalisme, c'est-à-dire qu'un organisme va créer un terrier, un autre va en profiter sans que ce soit maléfique, l'inverse de bénéfique, néfaste plutôt, pour celui qui a creusé le terrier. Et il y a plein de choses là, tu vois, il y a des grillons, il y a des amblipiges, tout un tas de trucs. Nous, ce qu'on cherche, c'est un terrier comme ça, plus petit, qui fait à peu près une dizaine de centimètres de diamètre. Allez. Le temps passe et on commence à s'impatienter. J'ai bon espoir de trouver, mais la zone semble avoir été abandonnée. Pour le moment, j'en vois pas des masses. J'en vois pas des masses. La forêt est très belle, hein, c'est super, mais il n'y en a pas des masses. Alors, c'est vraiment très bizarre avec les mégaphobémas. C'est-à-dire que autant tu peux en trouver tous les 5 mètres, tous les 10 mètres, autant il y a des endroits où, alors que c'est au même endroit, hein, il y a quoi, 100 mètres de différence, tu les trouves pas. J'ai remarqué aussi qu'elles avaient une petite préférence pour les zones ombragées. Ça vaut ce que ça vaut, mais là pour le moment, on n'en voit pas des masses. On cherche et toujours rien. Rassurez-vous, on va finir par trouver. Sinon, la vidéo n'aurait pas d'intérêt. Je sais que la voix off est là pour mettre du suspense, mais inutile de vous décourager pour autant. Soyez patient, elle arrive. La petite anolis là. Alors vous allez dire, oui, mais il est obligé d'attraper tout ce qui bouge. En fait, oui, je suis obligé de l'attraper là, je vous montre. Je vous montre quoi là? En vrai, je peux vous dire n'importe quoi. Regarde, un dragon. Je peux vous montrer là, ce que vous voulez. Si je l'attrape pas, vous le verrez jamais. Allez, viens sur la main, Pépé. Hop. Un anolis. Et on se met au sol. Un lézard de la famille des dactyloïdés. Ces petits lézards là, pareil, au Costa Rica, t'as un endémisme qui est extrêmement violent, dans le sens où, qui est très présent. C'est le genre le plus présent ici en Amérique centrale, le genre Anolis, et c'est d'ailleurs la famille dans laquelle tu as le plus d'espèces. C'est chez les reptiles, hein, chez les lézards. Et du coup, tu as un endémisme qui est très violent. Tu as des espèces que tu vas trouver genre sur une bande de 20 km de large. D'autres qui vont être inféodés à un arbre, d'autres qui vont être inféodés à ce volcan-là, par exemple, d'autres à cette altitude. Donc tu as des zones complètement what the fuck au niveau de la répartition de ces animaux. Et ce sont vraiment des tout petits organismes dont les plus gros spécimens, les plus grosses espèces font une cinquantaine de centimètres et dont les plus petites font genre 6 cm. Tu vois, c'est vraiment tout petit. Par exemple, ça, c'est un anolis spécialement terrestre. C'est-à-dire qu'il a colonisé cette niche écologique-là et tu vas pas le retrouver dans les arbres. T'as vu, il a une coloration qui est adaptée pour se confondre dans les feuilles mortes. Pas très à l'aise, il n'a pas une longue queue, un peu rigide. Donc c'est un anolis terrestre. Tous ne sont pas arboricoles. Et il est beau, hein. C'est un de mes lézards préférés, moi. J'en ai eu pendant quelques années, j'en avais reproduit et tout. Et j'ai toujours été fasciné par tout ce qui était tout petit. Pourquoi? Parce que plus c'est petit, plus c'est vulnérable. Donc c'est un comportement de proie. Et le comportement de proie, par rapport à un comportement de prédateur, c'est très intéressant à observer. Tu vois, c'est un peu, t'as les gros chiens et les petits chiens, tu vois. Le gros chien, tu sais, tu le tapes comme ça. Brave bête, puis t'as les petits chiens qui te regardent comme ça, tu vois, qui subissent un peu l'environnement. Je vais le filmer et puis on continue. Après avoir filmé l'anolis, je repère un terrier qui pourrait bien être celui qu'on cherche. J'en aurais finalement inspecté une bonne dizaine aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Putain, tu vois, ça c'est bien, ça c'est bon ça. Alors oui, ça c'est bon, mais c'est pas encore celui-là. Ça c'est bon, mais... putain, y a rien. C'est pas des terriers qui sont très profonds hein, de base, mais celui-là il peut être sympa. À ce moment-là de la journée, on commence à être un peu fatigué. Ah, peut-être. Entre mon sac et tout l'équipement... On va faire un test cet enfer. Putain, devoir tout gérer entre ça et ça. Je vous avoue que je rêve d'avoir une équipe de tournage avec moi. Franchement, heureusement qu'Aaron est là. Mais comme vous voyez, on garde le moral. Et pas pour rien. Tu sais ce qu'on va faire avant de mettre l'endoscope? Parce qu'en fait j'ai peur, tu sais, l'endoscope c'est très puissant, c'est gros. Enfin mais quand je dis c'est gros, c'est en gros ça fait beaucoup de vibrations. Nous ce qu'on veut c'est être le plus discret possible. Donc on va essayer de prendre une brindille. Signal GPS perdu. C'est insupportable ce truc. Il faut quitter le GPS. Ouais, bon alors.
Et ensuite on va mettre l'endoscope. En fait s'il y a une réaction là-dessus, tu vois, si on peut sortir la mygale déjà de base sans l'endoscope, ce serait bien. Et ensuite après on met l'endoscope. Voilà. Tu vois ce qui se passe dans le trou, hein? Non. On n'a pas une vue? Là oui. Chaque vibration qu'on fait, je pars dans tous les sens. Il me faut. Je viens d'avoir une idée. On va la bloquer comme la Phonopelma criniforme. Elle est toujours là. Alors, attends. Putain, j'ai cassé ma sonde. Ce que je vais faire, je vais essayer de la tirer et de bloquer l'entrée de son terrier avec ça derrière. Allez. Attends, je l'ai, vieux. Arrête. Si. Alors attends, ok. Elle essaie de. Sorti là? Non, je l'ai pas sortie. Je l'ai bloquée, elle est là. Donc on va planter le bâton. Extension. Donc viens voir. Attends, je vais sortir ma pince là. Voilà. Oh, putain. C'est un peu battu. On va prendre ça pour lui enlever les morceaux de mousse qu'elle a. Voilà. Pour que vous puissiez bien la voir. Oh là là. Ah, c'est la première fois que je vois cette espèce dans la nature. Pour de vrai. Enfin, c'est la première fois depuis que je suis au Costa Rica que j'en vois. On en a vu un peu avant quand je suis venu faire la vidéo, mais je suis venu spécialement pour ça. Donc, je vous avoue, c'est un peu la consécration. Et c'est même pas une araignée que tu retrouves très facilement en captivité, hein. Ça, t'en verras pas souvent. Vraiment de la Mégaphomema. Alors attends, j'essaie de la sentir là. Mais elle est énorme. Ah, voilà. Elle est énorme. Voilà. Je glisse. Oh, c'est beau comme animal. Alors je sais pas si tu te rends compte un petit peu. C'est un grand moment pour moi. Je suis assez ému. C'est toujours super chiant de devoir faire des vidéos comme ça et de devoir vivre le moment présent. Et de le filmer, parce que moi j'aimerais vivre ça tout seul dans mon coin, tu vois. Bon, je voudrais le montrer, mais une fois que la vidéo sera terminée, on va en profiter, on va kiffer nos mères, mais juste que vous sachiez que si je m'emmêle un petit peu les pinceaux, c'est parce que je suis très ému. Ça se voit peut-être pas, mais je suis très ému. Tu te rends compte? Tu sais que ma première vidéo animaux en mode d'emploi, c'était sur une mygale, c'était au Mexique, c'était sur une Brachypelma amori. Donc pareil, une mygale à genoux rouges, comme celle-ci là, que tu trouves au Mexique et dans la province de Jalisco, Et là, on est sur pareil, une autre mygale qui a un peu, je dis bien un peu, les mêmes couleurs, tu vois, pareil, les genoux rouges, mais au Costa Rica. J'espère juste que c'est pas ma dernière vidéo. Regarde, elle bouge. Attends, je prends mon téléphone, mais il est où mon téléphone? Ah putain, il est là. J'ai les jambes qui tremblent. Je tremblais presque. Là. C'est assez réactif hein, comme mygale, c'est-à-dire que ça peut être autant actif de jour comme de nuit, même si de nuit, techniquement, elles sont un peu plus à l'entrée de leur terrier, mais elles vont pas refuser une bonne proie. Et par contre, ce qui me choque, et ça c'est extraordinaire, c'est qu'elle est lente. C'est très lent. On n'est pas du tout sur une mygale qu'on a vue tout à l'heure dans les températures, enfin d'avant dans la vidéo, d'une mygale qui tape des accélérations. On est vraiment sur une mygale qui est très lente. Qu'est-ce que c'est beau! Donc les amis, je vous offre... Je vais devoir gainer. Je vous offre la Mégaphobema mesomelas. Alors attention, le nom de genre il a changé aujourd'hui au moment où je réalise la vidéo. Le nom de genre a été changé cette année, donc l'année 2023, et s'appelle maintenant Abdomégaphobema. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est Picard. Il y a une guêpe là. Où ça? Là, elle vient de passer devant toi. Là. Une guêpe. Ouais, une comment ça s'appelle? Une lupille là. Non, un pompil. Pompile. Ouais. Là ici. Ouais, ah non hein. Non hein. Non, tu viens pas fumer ma mygale hein. Non. La guêpe que Aaron il vient de voir là, c'est un pompil. C'est quoi les pompils? C'est les prédateurs naturels des mygales. Les mygales vont avoir plusieurs prédateurs naturels, comme des mammifères, des oiseaux, oui, certains oiseaux, oui. Des lézards, enfin en gros, tout un tas de vertébrés. Pas trop les serpents ne prédatent pas les mygales. Par contre, il y a un invertébré, donc un insecte, une guêpe, les pompils, qui chassent les mygales, qui sont spécialisés dans la chasse aux mygales. Et ici au Costa Rica, tu as la Pepsis. La guêpe Pepsis qui est grande comme as, c'est très gros.
et qui est spécialisé dans la chasse et la capture de ces araignées-là. Et je te jure, c'est assez insolent comme animal pour venir là sous mes yeux comme ça, lui soulever ses grands morts à la migale sous nos yeux. C'est pas ce qu'on espère, même si ce serait une scène extraordinaire qu'on pourrait vendre à National Geographic, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je vais vous parler de cette migale. C'est quand même un peu de la triche d'avoir mis un bâton comme ça pour obstruer le truc, puisque la pauvre, elle a qu'une seule envie, c'est de rentrer. Mais t'as vu, ses mouvements sont très très lents. Ah, j'ai un frisson, mais j'ai eu un frisson. C'est Octavius Picard Cambridge qui l'a décrite en 1895, il me semble. Et il l'a appelé Megaphobema mesomelas. C'est joli comme nom, hein, ça claque, hein. C'est très très beau. Et alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben méga, ça veut dire grosse. Megaphobema, phobos, phobema en fait, ça vient de phobos du grec, donc la phobie, donc la peur. Donc ça veut dire grosse, qui fait peur. Et mesomelas, méso, ça veut dire moyen, tu vois, à peu près. Et mélas, tu vois, ça vient pareil tu connais la mélanine. La mélas, ça veut dire noir, donc ça veut dire moyennement noir. Ça veut dire à des teintes plutôt noirâtres, brunâtres. Donc en fait, étymologiquement parlant, c'est une grosse araignée, plus ou moins noire. C'est ça que ça veut dire, Megaphobema mesomelas. C'est très beau, c'est très très belle migale. Très très belle. Rapproche-toi un peu, t'es un peu loin quand même. Tu trouves pas que t'es un peu loin? Il y a eu un moment j'étais un peu loin, mais il fallait bien tout voir. Tu veux voir le cadre là? Là il est bien le cadre, on la voit. Ouais, on la voit bien là. Alors à cette distance-là, je prends pas énormément de risques avec cette espèce. Pour ceux qui connaissent pas très très bien les Megaphobema, ce sont des espèces qui ne sautent pas, qui sont très très lentes. Et ça, cette lenteur, elle est due uniquement finalement aux basses températures que tu vas trouver ici. Les organismes qui vivent dans les environnements froids sont généralement plus lents, puisque la température corporelle, elle est plus basse aussi. Contrairement aux animaux qui vivent dans un environnement plus chaud, qui eux vont avoir une température corporelle bien plus élevée, hein, forcément, et donc être plus actifs. Attention, cette règle, elle s'applique pour les animaux qui sont poikilothermes et ectothermes. En gros, des animaux qui ne sont pas capables de gérer eux-mêmes leur propre chaleur corporelle. Donc en gros, des animaux dont la température interne varie avec le milieu, ou alors leur capacité à se chauffer grâce à des facteurs physiques comme la lumière du soleil, donc les radiations, etc. Donc si vous voulez, je prends pas énormément de risques à être aussi proche de cette araignée-là. J'y mettrai pas la main parce que quand je mets le crochet, elle mord tout de suite. Donc je pense que si je mets la main, tu sais, lentement, je la vois bien, tu sais, lentement lever comme ça, et puis délicatement choper la peau comme ça. Mais tu vois, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que je peux la toucher comme ça. Il n'y a pas cette espèce d'attaque que tu vas retrouver chez d'autres espèces de migales comme les Poecilotheria ou les Pterinochilus, qui sont des migales qui donnent, tu vois, qui sont très nerveuses, très très nerveuses. Ici, on est sur quelque chose qui est très très lent. Même les coups de crochet qu'elle va donner sont très très lents. Les déplacements sont très très lents. Là, ce que je risque à être aussi proche, ce serait qu'elle me bombarde. Ça m'est déjà arrivé et c'est super chiant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les migales, pas toutes, mais les migales sont capables de balancer des poils urticants. Les poils urticants, tu peux en retrouver généralement sur l'abdomen ou alors sur tout le corps de la migale, même parfois sur les pédipalpes, hein, les organes à l'avant. Tu en as un peu partout. Et des poils urticants, tu vas en avoir plusieurs types de différents. Il me semble que en 2023, on en connaît 6. T'en as des crantés, t'en as qui sont en forme de harpon, t'en as qui sont en forme d'aiguillon, t'en as qui sont crantés vers l'avant, d'autres vers l'arrière. Et alors, il n'y a que les migales du continent américain qui sont capables de projeter ces poils urticants dans l'air. Comment elles font? Elles frottent leur abdomen avec leurs pattes arrière, et ça va libérer un nuage de ces poils urticants. Mais, franchement, c'est une saloperie ce vrai truc, parce qu'en vrai, les poils urticants, et je suis sûr que ça commence déjà à me gratter. La branche. Hein? La branche, ça? ouais. Ok, les soies des migales qui créent des réactions allergiques. Donc en fait, ta petite soie là, urticante, elle va venir bien se poser dans ta peau, rentrer de plus en plus. Tu vas gratter, ça va rentrer de plus en plus. Mais elle va en plus te déposer plein de trucs un peu chimiques qui vont faire que tu vas te gratter. Quoi? J'ai mal fait mon cadrage. Elles vont te déposer des molécules bien chiantes comme des histamines ou alors des enzymes protéolytiques. En gros, ce sont des molécules qui sont responsables de réactions allergiques. Donc ça va générer une réaction d'urticaire, te gratter, et pour des personnes qui ont un terrain allergique, ça peut déclencher des réactions assez impressionnantes comme des rhumes, des insuffisances respiratoires, pas au point de te buter, hein, quand même, faut pas déconner, mais des insuffisances respiratoires, ça peut déclencher une énorme crise d'urticaire, un écoulement au niveau des yeux, un écoulement au niveau du nez, et ça c'est relou parce que ça peut durer plusieurs jours. Je connais des gens
Je connais des gens, ils ont tellement travaillé avec des mygales pendant des années et des années, ils se sont tellement fait bombarder la tronche, ils ont tellement vécu dans des structures d'élevage ou autres, dans de la soie de mygale, de la soie urticante, qu'aujourd'hui, la simple vue d'une mygale, et là je m'adresse à tous mes potes, gros RPZ, je pense à vous, vous me manquez, mais la simple vue d'une mygale, ça déclenche une réaction urticaire. Les mygales ont finalement très peu de moyens de défense. Elles sont terrestres, lourdes, peu agiles et incapables de voler. Elles ont principalement 3 outils. Le premier, c'est la cachette. Généralement un tunnel ou un pied de bois, autour desquels elles vont tisser de la soie. Les araignées, ou les mygales, avec les insectes sont les seuls êtres vivants à être capables de synthétiser de la soie. Ce procédé est possible grâce à des glandes appelées des glandes séricigènes. Ce sont des glandes spécialisées dans la création de soie. Et les mygales possèdent une paire d'organes appelés les filières. C'est grâce à ces filières qu'elles sont capables de tisser. Elles peuvent techniquement tisser en continu, puisque la soie est un mélange de protéines et d'acides aminés, des molécules que les araignées possèdent en quantité suffisante à partir du moment où elles sont bien nourries. Leur deuxième outil sont les crochets. Ces organes sont solides, avec un coefficient de pénétration particulièrement élevé. Reliés à 2 glandes à venin situées dans les chélicères, donc la partie bombée au-dessus du crochet, les mygales ne mordent que si elles se sentent obligées. Et enfin, troisième outil, seulement pour les mygales américaines, les poils urticants. Alors depuis tout à l'heure, elle bouge un petit peu autour du terrier et je la remets au fur et à mesure. L'idée, c'est quand même de faire en sorte qu'elle s'en aille pas là et qu'elle soit en danger. L'endroit le plus safe dans lequel elle puisse être, c'est son terrier. On l'a vu, hein, une mygale qui est en dehors de son terrier, c'est un organisme qui est vulnérable. Donc ça, finalement, en fait, c'est ce que je risque là, sans la manipuler, c'est qu'elle me bombarde au visage. Et c'est pas drôle, je vous avoue, moi ça va, je suis pas un terrain allergique, donc tranquille. Mais je sens, tu vois, que déjà, ça me gratte un petit peu ici. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, on modifie un petit peu l'espace qu'il y a tout autour. Donc, il y aura probablement des fils des petites soies qui sont déposées à droite, à gauche. Et donc que je respire, que je me dépose ici. Donc c'est pour ça que j'évite vraiment de me gratter, parce que si jamais j'en ai sur les mains ou sur les épaules, c'est chaud, mais là ça commence. Bon, c'est une belle mygale, hein. C'est pas la plus grosse mygale du monde, pas la plus lourde non plus, mais je me demande combien ça pèse. Je vais la peser, tiens, d'ailleurs. Juste quand même pour que je sache. Alors, j'ai avec moi ramené une petite balance, mais il n'y aura jamais son poids directement dessus. Faut qu'on se mette à plat. Je pense qu'il va être trop lourd mon téléphone pour ta balance. Ah bon? C'est jusqu'à combien? 200 grammes. Ah, et si je fais ça? Mais non, tu vas la casser. Ben non, je la déboîte. Genre ça. Voilà. Tu vois? Et je le pose dedans et je la pose dedans. À plat. Ah, la gitanerie. T'imagines, j'aurais pas obstrué le terrier là? J'aurais jamais vu. Peser une mygale par rapport à l'envergure, c'est toujours une donnée essentielle. Ça nous permet de comprendre plein de choses sur leur mode de vie, et notamment leur souplesse. Avec une taille similaire, une mygale arboricole sera toujours plus légère qu'une mygale terricole. J'ai déjà pesé des mygales Goliath, donc les plus grosses mygales du monde, et je suis curieux de savoir combien pèse une Megaphobema. 21 grammes 44. Elle pèse 21 grammes. Imagine qu'une mygale Goliath, donc une Theraphosa blondie, ça pèse 100 grammes de plus que ça. T'imagines le délire? Donc oui, c'est une grosse mygale, oui, mais il est largement plus gros. On va voir comment elle réagit avec une manipulation comme ça. Donc tu vois, ça aurait été une autre mygale, jamais je prendrais à la main comme ça. Jamais. Trop fourbe. Trop fourbe. Là, ça va. Je veux voir comment elle réagit en fait avec des trucs qui passent sous elle. T'entends? Ouais. Qui fait ce bruit là? Dénoncez-vous. Qui êtes-vous? Vertébré ou invertébré? Je sais pas, je me dis comment elle réagit. Là, ce que je fais, c'est du conditionnement. Il y en a qui appellent ça de la merde, mais moi j'appelle ça du conditionnement. Oh putain, j'ai réussi. Oh foutre Dieu, j'ai réussi. On refait un passage. En fait, je suis en train de m'infliger à moi-même le protocole que je mets en place avec mes patients quand je leur fais faire des séances de désensibilisation à l'arachnophobie. Je vous avoue, manipuler une mygale sauvage, comme ça, qu'on a emmerdé un peu à droite à gauche, c'est pas quelque chose d'hyper instinctif, si tu vois ce que je veux dire. Pourquoi? Je vous explique. Parce que moi, j'ai déjà manipulé des mygales, tu les fais passer sur ta main comme ça, tout va bien, hein. Puis d'un coup,
direct. J'alterne si tu veux avec une main, point fermé pour éviter de dépasser les excroissances. Alors attention, cette technique, si vous n'êtes pas en présence d'un professionnel, oubliez tout de suite. Faites pas les expérimentations tout seul chez vous, ça peut vous coûter beaucoup. Et aussi aux animaux. Mais c'est vrai que quand on touche un animal, on a tendance à mettre la main comme ça. Bah non, fermez les mains. Laissez pas dépasser un doigt qui passe ou autre. Fermez, mettez le poing. On a toujours tendance à comme ça, paf. Et là, tu te fais choper le doigt. Non, point fermé. Comme ça, en plus, tu trembles moins. Qu'est-ce que c'est lent. Aaron, tu vas la manipuler après, hein, je te le dis. Hein. T'as entendu? Oui, je t'ai entendu. Dénoncez-vous! Vous êtes une grenouille, un lézard ou un ver de terre? Bon, et ben c'est la fin de la vidéo. Ça y est, c'est la fin de cet épisode 1 sur comprendre les mygales. Il y aura d'autres épisodes sur la même série, que ça va être en studio, autour du monde, à l'international. En gros, c'est vraiment comprendre ces animaux qui sont quand même généralement quand même très méconnus. Écoutez, c'était... J'en ai marre de me répéter, je le dis toujours en fin de reportage, mais il y a des vidéos, il faut que vous sachiez qu'il y a des vidéos qui sont plus difficiles à réaliser que d'autres, des vidéos qui me coûtent beaucoup plus, pas en termes d'argent, on parle pas de ça, toutes mes vidéos me coûtent cher, mais ça je me suis fait une raison, mais en termes de pression psychologique, parce que difficulté pour trouver des animaux, parce que le temps joue contre nous, parce que il y a plein de facteurs, biotiques, abiotiques, maintenant vous êtes de vrais pros, je peux le dire, mais il faut que vous sachiez que cette vidéo-là, c'était un pur bonheur, du début jusqu'à la fin, vraiment du début jusqu'à la fin. Ça m'a permis de retrouver Aaron avec qui on n'avait pas filmé depuis un bout de temps et aussi de vous reparler des animaux que je préfère le plus au monde qui sont les araignées. Les arachnides. Voilà, encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre dans mes aventures. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu mieux ces animaux. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram pour le contenu un peu inédit et pour vous tenir au courant de mes activités, puisque vous avez vu que je suis plus actif là-bas pour vous parler au quotidien de ce que je fais et notamment de toutes mes activités qui sont quand même assez sympas parce qu'il y a pas mal de trucs avec les animaux. Et à vous abonner à ma chaîne Instagram, à mon compte YouTube, non c'est l'inverse, à mon compte Instagram et à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour les notifications, laisser un commentaire, surtout pour le référencement et puis pour parler de vos expériences. Moi je les lis et c'est toujours un plaisir. Et n'oublions pas que les animaux très souvent sont victimes de mauvaise réputation et attention à ce que vous regardez sur les réseaux, on a tendance à prendre de mauvais exemples. Merde. Bon allez, c'est ici qu'on se quitte. C'était Yvan sur la toile pour Animaux mode d'emploi. Alors, on l'a refait. On l'a refait. C'était Yvan pour Animaux mode d'emploi. Et... action. C'était Yvan pour Animaux mode d'emploi. Merci de me suivre. C'était Yvan pour Animaux mode d'emploi. Paix et prospérité. Et à très bientôt sur la toile pour de nouvelles aventures. Et encore une fois, on remercie la Mygale, Pachamama et tout le reste. Ciao. I guess we should cut the power off.